Ok, on est en direct. Coucou tout le monde, coucou YouTube pour la rediffusion. N'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire pour soutenir. Je suis en compagnie d'Abdel que vous connaissez bien. Hein, c'est pas la première fois qu'il passe. Abdel, ça va être quoi le sujet aujourd'hui? On va parler d'Ethereum pour changer. On va parler d'Ethereum, ouais, du proto Danksharding, donc un nom barbare connu, c'est l'EIP 4844. On va parler parce qu'il y a des anecdotes sur les chiffres, sur les noms, il y a plein d'anecdotes. Ok. Au-delà des anecdotes, il y a aussi un grand changement majeur qui va changer beaucoup de choses. Donc vous allez probablement en entendre beaucoup parler sur les prochains mois en attendant le prochain upgrade de Shanghai. Ok. Très bien. Donc dans Proto Dank Sharding, il y a Sharding et Ouais. il y a Proto. Et il Donc y a Dank. et il y Il y a a Dank. Sharding, il y Ouais, a Dank et il y a Proto. Et chacun c'est a un... vrai. Donc, il y a eu un sharding, on va dire, théorisé à l'époque, c'était en 2018, je crois, pour améliorer le protocole Ethereum. Ce sharding a été critiqué, manipulé, tout ce que tu veux. Bon, au final, on va dire que l'idée de base, elle était bien, mais pas suffisante par rapport à la vision. Donc, ils se sont dit, on va pas mettre le sharding comme priorité absolue de développement. Ils se sont concentrés sur le proof of stake dans un second temps. Et donc, ils ont une vision qui est plutôt claire pour le dank sharding final. Mais avant le dank sharding, il y a déjà un prototype de dank sharding avant. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Donc, pour revenir sur le sharding, la vision initiale qui a été mise de côté, grosso modo, c'est pas qu'elle a pas de sens ou quoi, etc. C'est principalement qu'elle est trop complexe. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, dans Ethereum, il y a une nouvelle mouvance qui est la quête de simplicité, ne plus ajouter de la dette technique, vraiment essayer de faire des choses qui sont simples, robustes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en critique sur l'écosystème Ethereum, notamment de la part de l'écosystème Bitcoin, la fameuse complexité. Ouais. Donc c'est vraiment par rapport à ça que cette complexité a été réduite. Grosso modo, au début, il était possible d'avoir un sharding ultra poussé dans lequel on shardait l'exécution, c'est-à-dire qu'on allait faire plein d'exécutions en parallèle. Et en plus de ça, il y avait une vision, Vitalik qui était parti un peu loin sur la notion d'hypercube, dans lequel tu pouvais avoir des shards, de shards, de shards. Ouais, je sais pas si tu avais entendu parler D'accord, d'hypercube. ouais, ouais, ouais. Bah, de la Ouais. parallélisation finalement des calculs. Ouais. Et en fait, tu avais des shards dans des shards dans des shards et tu pouvais aller à l'infini, etc. Bref, tout ça, ça a été jugé bien trop complexe. Donc, c'est Mm. pour ça Et qu'est risqué. arrivé et Et risqué, risqué. etc. Mm. Et en fait, c'est très souvent lié. Complexe égale risqué, complexe Ouais. égale potentiel risque de sécurité, etc. Et après, arrivé une simplification qui a pour nom le Dank Sharding. Dank, ça vient de Dankrad, qui est un chercheur à l'Ethereum Foundation. Bon, c'est un petit peu mégalo de donner son nom à une EIP et un protocole, mais bon, voilà, bref, c'est pour la petite histoire. Donc, c'est Dankrad, qui est un L'histoire, chercheur ouais. à l'Ethereum Foundation. Donc, le Dank Sharding, on va se concentrer sur le sharding de la donnée. Donc, au début, on voulait sharder l'exécution et la donnée. Le Dank Sharding, c'est de se dire, OK, déjà, on va sharder la donnée, c'est déjà pas mal, en fait. Et je vais expliquer après pourquoi c'est déjà pas mal la donnée. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, ça Vitalik le disait récemment, c'est que le Dank Sharding, un jour, si on estime qu'on se sent prêt de faire... oui, on va définir le sharding. Donc le sharding, c'est un mot, un concept qui vient du monde de la base de données. En gros, sharder, ça veut dire découper en plusieurs morceaux. Donc imaginons que vous avez une Mm. grosse base de données, tout est lent, tout coûte cher, etc. C'est-à-dire que pour faire des lectures, de l'écriture, quand c'est gros, ça prend du temps, de la ressource, etc. L'idée du sharding, c'est de travailler sur des plus petits espaces. Et en fait, comme ça, on va accélérer les opérations parce qu'en fait, il va être moins complexe de faire des accès en lecture ou même de faire des écritures sur des espaces de données qui sont réduits. Voilà. Donc, ça, c'était l'idée. Et en fait, en faisant le Dank Sharding, etc., quand on y arrivera, Vitalik, ce qu'il disait, c'est que, admettons qu'on se sent prêt à faire le vrai sharding initial avec l'exécution, de toute façon, la première étape, ce serait dans tous les cas de faire le sharding de la donnée. Donc, en fait, Mm. c'est intéressant, parce que non seulement c'est plus simple, mais quand même, ça nous laisse la porte ouverte demain, plutôt après-demain, du coup. Si on veut faire le vrai full sharding initial de la vision de Vitalik, on pourra quand même le faire. Donc, le Dank Sharding, ça va prendre un peu de temps. Mais on veut de la scalabilité aujourd'hui. Il y en a marre des frais, il y en a marre. Ça fait 3 upgrades majeurs qu'on dit est-ce que ça va réduire les frais pour les utilisateurs? Non. Ça, c'était le cas avec un 59 The Merge. Est-ce que ça va réduire les frais? Non. Mm. Donc maintenant, on va penser aux utilisateurs. Ouais. Ouais. Euh,
on va penser aux utilisateurs, on va vraiment faire la différence avec le sharding d'Elrond qu'Abdel ne porte pas dans son cœur. Euh, grosso modo, il y a beaucoup de ressemblances. L'idée globale est la même, hein, c'est-à-dire qu'on va paralléliser l'exécution. Donc, je pense que le Elrond peut se permettre d'aller plus loin que le sharding des data parce qu'ils n'ont pas tout le legacy qu'a Ethereum. Le legacy, c'est quoi? Vas-y. Non, mais tu allais le dire, donc c'est bon. Le legacy, Ouais. je te laisse expliquer, pardon. Ouais, le legacy, c'est quoi? C'est quand vous construisez un système informatique, il y a du code, c'est du logiciel, et ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et au fur et à mesure du temps, vous allez accumuler de plus en plus de complexité et de la dette technique, ce qu'on appelle de la dette technique. Et en fait, il est très difficile d'éponger cette dette technique. Dans un monde idéal, vous voulez, par exemple, avancer, en même temps, vous rajoutez des nouvelles fonctionnalités, mais aussi, vous essayez d'éponger de la dette technique. Mais dans le monde informatique, en général, on accumule très souvent la dette technique. Et ça, c'est un problème parce que ça ralentit, ça bride les innovations, ça bride les changements, etc. Quand on part from scratch, c'est-à-dire de zéro, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on peut déjà on peut capitaliser sur l'apprentissage des autres écosystèmes, etc. Donc, en soi, le sharding d'Elrond, pas de souci avec ça. Je l'ai déjà dit, sur Elrond, c'est plus les fondements, les fondations. En gros, moi, j'ai une théorie qui me fait penser que peu importe les innovations que tu vas construire après, si les fondations sont, entre guillemets, mauvaises, pour des raisons de décentralisation, etc., de philosophie, peu importe les innovations qu'il va y avoir derrière. C'est comme Solana. Il y a des choses qui sont intéressantes sur Solana, mais je n'y porte pas attention parce que j'estime que moi, je préfère me consacrer à des fondements qui sont plus solides comme Bitcoin et Ethereum. Voilà, en gros. Bon, je troll un peu quand je parle d'Elrond et Solana, mais voilà, ma vraie réponse c'est ça, c'est qu'il y a de l'innovation dans ces écosystèmes, il y a des choses qui se construisent, évidemment, je peux pas le nier. Il y a peut-être des choses qui, point par point, vont peut-être être meilleures que sur Ethereum. C'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, pour moi, dans un écosystème où il faut capitaliser sur ceux qui a le plus de chances de résister aux attaques étatiques, etc. Et en fait, ça fait de la dispersion et du bruit. En fait, ma théorie maintenant, c'est qu'en fait, tout ça, cette innovation qui se passe ailleurs, c'est de la dispersion qui rend pas plus robuste l'écosystème dans son ensemble. Voilà. Donc, ok. Et il y a une question qui est super intéressante. Est-ce que l'introduction du PBS, donc le Proposer Builder Separation, est indispensable à la mise en place du down sharding? Eh bien, oui. En fait, exactement. Le Proposer Builder Separation, ça va être aussi une grande étape qui va être extrêmement importante. Donc, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Et attention à pas trop partir dans tous les sens. Je mets les questions. Ah oui, d'accord. Mais tu me dis, il faut bien faire attention à quelque chose, c'est que dans le cas d'Elrond, d'Avalanche, de tout, en fait, quand ils font des shardings ou des systèmes de sous-réseau, à chaque fois, faut bien essayer de savoir de quel layer 1 on parle et comment le sharding il est fait. Et comme tu l'as dit, dans le cas d'Elrond, en fait, c'est comme s'il y avait 3 sous-réseaux, mais ils font tous la même chose. Ils font de l'exécution, du consensus, ils font tout, je crois, hein, dans le cas d'Elrond. Dans le cas d'Avalanche, c'est un petit peu différent, d'ailleurs, de mémoire. Tu peux avoir de plus en plus de sous-réseaux. Ces sous-réseaux, ils ont un nombre de validateurs assez limité, mais pour être validateur d'un sous-réseau Avalanche, il faut obligatoirement être validateur du réseau principal Avalanche pour qu'il y ait un partage de la sécurité. J'aurais tendance à dire que le sharding d'Avalanche, il est vraiment sympa, mais il reste monolithique d'une certaine façon. Là où Ethereum et Celestia, c'est moins monolithique. Tout à l'heure, tu parlais de données. En fait, Ethereum et Celestia vont se concentrer plutôt sur un layer 1, un layer principal où on stocke la donnée et voir comment on peut stocker au mieux la donnée pour qu'ensuite, tout ce qui est la partie exécution par-dessus, donc les roll-up, voilà, ZK roll-up, Optimistic roll-up, puissent appuyer donner leurs preuves sur le Layer 1 Ethereum ou sur le Layer 1 Celestia. Là où Avalanche, ça fait tout en fait. Ça fait la donnée, l'exécution, etc. Et Elrond, c'est pareil. C'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas d'une blockchain à une autre. Je te laisse complètement. Donc, le Proposer Builder. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on pourrait implémenter le consensus Avalanche? Ouais, on va reprendre celle-là d'abord. Donc, le Proposer Builder séparation, c'est quoi? Donc là, actuellement, ce que vous avez sur Ethereum, c'était pareil quand on était en Proof of Work, mais c'est toujours vrai en Proof of Stake, c'est que la personne qui va créer le bloc, c'est la même personne qui va le proposer au réseau. Donc, l'idée du Proposer Builder séparation, c'est de séparer ces deux rôles-là. Et je vais expliquer après pourquoi.
C'est-à-dire qu'on va avoir un rôle qui va être de dire je prends des transactions, je les ordonne, j'essaie de tirer le maximum de valeur possible avec la fameuse MEV, etc. Donc c'est un rôle qui aura tendance à se professionnaliser, etc. Parce qu'il y aura besoin de plus de ressources, parce qu'il faudra optimiser, c'est un travail millimétré en fait pour extraire le maximum de valeur. Donc, on veut laisser ça à des entités qui vont se professionnaliser là-dedans. Et par contre, la proposition des blocs, donc ça veut dire vraiment proposer les blocs au consensus, ça va être les validateurs qui vont participer au staking et qui vont juste dire, moi je propose tel bloc a été buildé là, etc. Et en fait, comme ça, en faisant cette séparation, déjà d'une, on a un rôle qui se professionnalise sur la partie construction des blocs. Et pour autant, on ne va pas mettre plus de pression aux validateurs. Parce que si on leur laisse le rôle de builder des blocs, et ben en fait, ils ont besoin de machines plus puissantes, etc. Donc, le proposeur builder séparation, c'est extrêmement important. Même en termes de combattre la MEV néfaste, c'est important. Parce que c'est moins manipulable. En fait, si on divise ces deux rôles, c'est plus dur de faire de la collusion, etc. Donc, c'est très technique. Ouais, bon, on va essayer de remonter d'un niveau. En tout cas, oui, la réponse, c'est le PBS, donc le Proposal Builder Séparation, est indispensable pour la mise en œuvre du bank sharding dans son ensemble, le full bank sharding. Je vais te questionner sur ça, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Là, on est bien d'accord que sur Ethereum 2.0 en Proof of Stake qui est live maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as des comités de validateurs et de façon totalement aléatoire, soit tu proposes des blocs, soit tu les valides. Ouais, et c'est géré aléatoirement. Et donc, le but, c'est de dire, bon, il y a plus côté aléatoire, il y aurait des professionnels pour proposer l'organisation des blocs et des professionnels pour valider les blocs. Et c'est ça, ouais. Et en termes de sécurité, purement de sécurité, c'est quoi le plus important ? C'est la proposition et la validation. J'aurais tendance à dire que c'est la validation ou ça n'a pas d'importance. Ouais. C'est la validation, ouais, exactement. Parce que la validation, c'est ce qui, in fine, va déterminer si le bloc va arriver dans le consensus ou pas. Et en fait, c'est le garde-fou, parce que si tu veux, le builder, peu importe ce qu'il fait, au moment donné, pour qu'il ait une chance que son bloc arrive dans le consensus, il faut qu'il soit valide. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il n'entraîne pas les règles de consensus, etc. Et on pourrait mettre des garde-fous si jamais il y avait une partie de ces entités qui construisent les blocs qui se mettaient à dérailler et faire de la censure, par exemple. Typiquement, c'est le genre de choses où les validateurs, les proposeurs pourraient avoir ce rôle de garde-fou et d'empêcher la censure, par exemple. Ok, donc ensuite, il y a une question qui est assez simple, on peut répondre très vite sur est-ce qu'il serait possible d'implémenter le consensus Nomad d'Avalanche bien supérieur à celui d'Ethereum dans ce dernier. Le consensus n'est pas de bottleneck. En fait, la réponse est très simple, on s'en fout de ça. Le consensus n'est pas du tout le bottleneck sur Ethereum, pas du tout. Loin de là, c'est un ordre de grandeur loin, loin, loin. En fait, quand le consensus sera le bottleneck, on aura gagné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le dernier bastion qu'on doit optimiser le consensus. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a des travaux pour arriver à une finalité sur du single slot finality, c'est-à-dire que à chaque bloc, on a une finalité, ça va venir, mais c'est franchement pas ça qui sera game changer. Donc voilà. On pourrait, il n'y a rien. Ça dépend pour les cas d'usage, je dirais. Franchement, 13 minutes de finalité sur Ethereum, c'est long. Pour du paiement, c'est très long. Pour spéculer, c'est très long. Pour swapper, c'est très long. Pour bridger, j'ai bridgé hier de Ethereum à Phantom. J'ai attendu 13 minutes juste pour le bridger. Après, j'ai dû refaire une transaction pour swapper de l'autre côté. C'était très, très désagréable. Côté utilisateur, j'entends. Non, mais je comprends. Mais en tout cas, le consensus à l'heure actuelle n'est pas le bottleneck, en tout cas. Le bottleneck, c'est le goulot d'étranglement. Et surtout la priorité. Et surtout la priorité, oui, tout à fait. Pourquoi sharder, ça accélère quoi que ce soit dans le processus? Donc, le découpage, pourquoi? En fait, grosso modo, quand vous allez faire de l'algorithmique, on va parler de complexité. La complexité d'un programme ne va pas être la même, par exemple, quand il va travailler sur un ensemble petit de données, comparé à quand il va travailler sur un ensemble grand de données. Si la complexité est linéaire, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'intérêt à découper. Mais si la complexité est, par exemple, exponentielle, etc., si votre algorithme il est de plus en plus gourmand en fonction de l'évolution de la taille, dans ce cas-là, vous avez un intérêt à découper. Par exemple, pour donner deux cas dans lesquels découper, ça a du sens. Pareil, ça dépend de l'ordonnancement des données, mais par exemple, si vous avez une structure de données qui va être ordonnée, quand vous allez vouloir inscrire de nouvelles données, et ben en fait, si vous avez une trop grosse base de données, pour par exemple insérer la donnée au bon endroit, ça va être plus long.
Parce que, admettons, si vous avez quelque chose qui est trié, vous allez devoir parcourir plus de chemin pour trouver le bon endroit où mettre votre donnée. Alors que si vous travaillez sur des plus petits espaces, eh bien, ça va plus vite. Et surtout, l'avantage du shardé, c'est qu'on peut paralléliser. C'est-à-dire qu'on va savoir, par exemple, que telle transaction elle va toucher une partie de la base de données, une autre transaction elle va toucher une autre partie de la base de données, ben, on peut les exécuter en même temps parce qu'il n'y a aucune chance qu'elles rentrent en conflit. Je vais faire une petite métaphore par rapport à ça, même deux. Alors, par rapport aux données, comme tu disais, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur Excel, mais quand vous avez un Excel avec des centaines de milliers de lignes Bon exemple. je sais pas, des noms, des prénoms, des emails, etc., et que vous voulez juste faire sauvegarder ou juste faire une recherche, en fait, c'est super long parce que l'ordi, il est obligé de passer ligne 1, 2, 3, 4, 5 à très très haute vitesse jusqu'à trouver la ligne et vous dire ensuite, bon, bah, j'ai trouvé, c'est la ligne 100 111 par exemple. Voilà. Tandis qu'en réduisant les espaces de recherche, bah, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Et côté parallélisation, parce qu'on parle beaucoup de parallélisation, vous savez, on a sur des ordinateurs ou des téléphones de plus en plus de cœurs. Et dans le cas de la blockchain, on ne parle pas forcément de cœur, mais on va dire de plus en plus de serveurs. Bah, en fait, le but, c'est de pouvoir répartir les tâches. C'est-à-dire que au lieu d'avoir tout un ensemble de personnes qui fait une tâche et qui doivent attendre que ça soit chacun son tour de faire cette dite tâche, eh bien là, on pourrait dire, OK, vous êtes 1000, eh ben, on va faire 10 groupes de 100, et comme ça, on va aller 10 fois plus vite. Et c'est Exactement. ça, finalement, c'est juste ça la volonté. Le problème, c'est que tu peux pas dire juste, hop, je fais des groupes et puis c'est superbe, ça va aller plus vite. Non, tu es obligé d'organiser. Et quand tu dois organiser ça d'un point de vue informatique, tu dois t'assurer que ça ne crée pas des problèmes de sécurité ou de centralisation. Et si problème de centralisation il y aura potentiellement de la censure ou des problèmes au niveau du législateur par exemple, etc., etc. Donc, il faut Ouais. vraiment faire attention aux problèmes qui sont à la fois techniques, légaux, etc., etc. Parce que s'il y a une erreur qui est faite au niveau du protocole et qu'elle est actée et que des gens perdent de l'argent, bah, ils perdent de l'argent, il y a une perte de confiance aussi et ça s'effondre comme un château de cartes. Donc, on est obligé de réfléchir en amont à toutes les problématiques possibles, qu'elles soient techniques ou législatives, encore une fois. Tout à fait. Est-ce qu'à l'inverse, le proto-donk sharding, voilà, exactement. Après, comme ça, on va pouvoir passer à ce que c'est le proto-donk sharding. Et la réponse à ta question est oui. Le proto-donk sharding ne nécessite pas forcément le PBS, tout à fait. Donc, il n'y aura pas de PBS pour l'introduction du proto-donk sharding. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce que c'est maintenant le proto-donk sharding? Ouais. Donc, tout à l'heure, je disais le donk sharding, ça vient du nom de Dankrat, qui vient chercher le terme fondation. Proto, ça vient d'un pseudo qui s'appelle Proto Lambda. C'est une personne qui travaillait à l'Ethereum Fondation, qui travaille maintenant chez Optimism. Optimism qui travaille sur un layer 2, un optimistic rollup en particulier. Donc, ils ont fusionné leurs idées pour donner la naissance au proto-donk sharding. Donc, c'est une nouvelle mouvance pour nommer les changements. En vrai, c'est assez sympa parce que c'est plus facile à retenir que des numéros. Parce que là, le proto-donk sharding, par exemple, c'est le IP 4844. En plus, on en reparlera tout à l'heure aux alternatives, parce qu'en alternative, il y a le IP 4488, qui est littéralement la même chose en inversé, et il y a aussi le IP 4444. Donc bref, c'est un gros bordel. Bon, qu'est-ce que c'est le proto-donk sharding? L'un des objectifs majeurs du proto-donk sharding, et ça c'est super intéressant, c'est de se dire, on veut trouver une solution à court moyen terme pour considérablement faciliter l'adoption des layers 2. Donc, on peut préciser que Ethereum s'oriente vers une roadmap roll-up centrique. C'est vraiment la volonté d'être roll-up centrique, c'est-à-dire faire tout ce qui est possible de faire pour faciliter la vie des roll-up et l'adoption des layers 2 pour que, à terme, Ethereum, le layer 1, ne soit plus utilisé par les utilisateurs, mais uniquement par des roll-up. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, le proto-donk sharding, c'est une étape court-moyen terme, et je vais expliquer en quoi elle consiste, mais qui nous emmène vers le donk sharding. OK? Et surtout, qu'elle va impliquer, au moment où on va faire le donk sharding, des changements mineurs. Surtout pour deux rôles en particulier. Donc, on va prendre grosso modo 3 entités dans le réseau, 3 rôles. Maintenant qu'on a Ethereum en proof of stake, avant on avait juste un client Ethereum, maintenant on a le consensus layer, l'execution layer. Donc le consensus layer, c'est la partie stacking, les blocs, etc. Et l'execution layer, c'est le VM. Pour faire simple, c'est ce qui va exécuter les transactions. C'est le transactionnel. C'est l'exécution des smart contracts, etc. Ouais, tout à fait. Et après, il y a les roll-ups qui vont être un autre rôle. L'idée du proto-donk sharding, c'est là, il va y avoir un changement qui va impacter ces 3 rôles, mais que pour le donk sharding, seul le consensus layer sont impactés. Autrement dit, quand on passera du proto-donk sharding au donk sharding, ça sera transparent
pour le VM et ça sera transparent pour les opérateurs de roll-up. Donc, par exemple, Starkware ou Optimism ou Arbitrum. Donc, ça, c'est intéressant. Et alors, en quoi ça consiste le proto-donk sharding? C'est qu'on va commencer à bénéficier d'avoir de la donnée qui va être moins chère et en plus grande abondance. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, à juste titre, Capet, l'idée, c'est que les roll-up, ils consomment beaucoup de données. Ils ont besoin de consommer beaucoup de données. Donc, quand ils vont interagir avec le layer 1, ils vont devoir consommer de la donnée. Actuellement, comment ils consomment cette donnée? Ils utilisent ce qu'on appelle des call data. Donc, c'est un endroit particulier dans la transaction dans lequel vous pouvez mettre de la donnée. Problème, ça coûte cher. Donc, ça coûte cher pour les roll-up de faire ce qu'on appelle le settlement. Le settlement, on en parlera plus tard, mais c'est important. Ouais, je viens avec quelqu'un qui a dit je comprends rien, donc je vais essayer de reprendre de la hauteur. T'inquiète. Donc, ça coûte cher, le call data. Et le problème majeur, c'est qu'actuellement, dans les fees sur Ethereum, vous avez un seul gas price, un seul prix de gaz qui va comprendre à la fois de l'exécution, donc des opcodes, donc concrètement des choses que vous faites avec les smart contracts, et du stockage, d'accord? Et c'est-à-dire quand l'usage du réseau monte, ça fait monter les deux. Donc ça fait monter tout ce qui va être calcul, etc. Et ça fait monter le coût du stockage. Et en réalité, l'idée du proto-donk sharding, ça va être d'introduire un nouveau marché de fees spécial pour le stockage. Pour faire plus simple, pour ne plus dépendre de la congestion du réseau sur le layer 1. C'est-à-dire que si beaucoup de gens, il y a un mint NFT de ouf qui arrive sur le layer 1, ça fait gonfler le gas price, et ben on veut qu'avec le proto-donk sharding, ça ne va pas impacter les roll-ups pour publier de la donnée. Je vais faire du coup encore une métaphore. Je vais encore faire une métaphore. Alors déjà, la première chose, c'est que c'est marrant, mais dissocier le stockage de l'exécution, donc du CPU de la RAM, c'est ce que fait EOS depuis 2017. Bon, pour commencer, faut le noter. Intéressant. Je savais même pas. Bah, tu vois, en gros, on va parler en composants d'ordinateur, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Le stockage, c'est quoi? C'est le stockage à froid, donc c'est du disque dur, c'est du SSD. Ensuite, tu as le stockage à chaud, c'est la RAM. Et ensuite, tu as l'exécution, c'est le processeur et la carte graphique. Et donc aujourd'hui, quand vous consommez une transaction sur Ethereum, en fait, vous consommez du processeur, de la RAM, de la carte graphique et du stockage à froid sur la blockchain. Donc du disque dur. Et donc là, le but, c'est de dissocier tout ça parce que ça n'a pas toujours du sens de mettre les deux dans le même lot, tout simplement. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Tu l'as très bien résumé. Ouais. Donc, c'est ça l'idée principale. Comme ça, on a vraiment deux marchés différents. Un marché pour les roll-up, un marché pour les utilisateurs sur le layer 1. Ok, donc ça, c'est bien. Donc ça va introduire un nouveau type de transaction que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas vocation à utiliser. Ça va être vraiment pour les opérateurs de roll-up. Donc, Starkware pour Starknet, Optimism, tous les séquenceurs de tous les roll-up. Donc, c'est un rôle particulier de nœuds qui vont envoyer des données à Ethereum. Ils vont utiliser ce nouveau format de transaction. Bien sûr, il va être capé. On va s'arranger pour qu'il y ait un maximum par bloc parce qu'on ne veut pas que ça puisse gonfler l'espace justement de stockage nécessaire sur la blockchain. Alors, c'est intéressant et comme ça, on va pouvoir entrer dans ce qui s'appelle le data availability, etc. parce que ça va être intéressant de comprendre. Ce type de nouvelles données particulièrement, il ne va pas être stocké pour toujours, à la différence des données normales de call data, enfin toutes les données sur la blockchain qui ont vocation à rester tout le temps. Ce type de données-là, il va rester de manière éphémère, disponible. Ça peut être quelque chose, le range n'est pas défini, mais ça va être quelque chose entre 1 mois, 3 mois, ce genre de grandeur. D'accord. Il doit être disponible un assez grand laps de temps, suffisant pour que ces opérateurs de Layer 2, Starkware et compagnie, puissent au cas où avoir des backups de ça. Parce qu'en réalité, cette donnée, Ethereum n'en a pas besoin. En fait, on s'en fout. Tu vois, c'est de la donnée qui est utile pour reconstruire l'état de tous les Layer 2. Ouais, ok, c'est une donnée que pour les Layer 2. Surtout pour les Layer 2 qui sont optimistes et qui ont peut-être besoin de revenir. Ouais, encore plus. Ouais. Ok. Après, bon, normalement, tant que la période éphémère est plus grande que la fameuse dispute période de 7 jours, c'est bon, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont besoin souvent de la donnée, c'est pour la résolution des fraudes. Quand il y a une fraude proof et pour vérifier qu'il y a une fraude ou pas. Et en fait, l'idée, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est le concept de data availability? C'est de s'assurer que la donnée est présente. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, avec ce nouveau format de transaction, on va les envoyer sur Ethereum, mais en fait, c'est pas de la donnée qui va être accessible par le VM.
donc pas par les smart contracts. Ça veut dire quoi pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on va envoyer grosso modo une preuve de la donnée. D'accord? Ça Une va être accessible attestation, par les c'est smart ça? contracts. C'est comme une attestation. Ouais, ça s'appelle on va pas rentrer dans les termes barbares, mais c'est un commitment. C'est un polynomial Ok. commitment. Donc, spécifiquement, ça s'appelle quasi-J. On pourra en parler parce que c'est intéressant, parce que ça va impliquer un trusted setup. Et ça va être quelque chose que tu peux inviter toute ton audience à participer, parce que je vais expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Alors, désolé, je suis un petit peu envoyé. Donc, on va envoyer, comme tu as dit, une attestation. En gros, une preuve que la donnée existe. En fait, une preuve que la donnée existe, mais cette preuve va être diffusée que sur la partie consensus, donc que sur la Beacon Chain. Les clients EVM, ils vont pas se la transférer la donnée. Eux, ils vont avoir accès que à la preuve de la donnée. Comme ça, si un smart contract a besoin de vérifier l'existence d'une donnée ou pas, on pourra. Mais eux, c'est pas leur problème de diffuser cette donnée. Donc, ça va être que sur la Beacon Node et pendant une période donnée. Et au bout d'un moment, ils peuvent supprimer la donnée. On part du principe que c'est pas le rôle du protocole L1. Je te coupe vis-à-vis de ces preuves. J'en profite que tu sois là. Donc, imaginons, on va parler de données au pluriel plutôt. Tu as plein de données. On en fait un lot, puis une preuve. Et en fait, au lieu de stocker des données qui pèsent, je dis une bêtise, 1 giga, tu stockes une preuve qui pèse que quelques kilooctets. Et toi, tu sais qu'à partir de cette preuve de quelques kilooctets, bah, tout ton pack de 1 giga de données, il est conforme. Oui, exactement. Ouais, exactement. Et n'importe qui pourra après prouver que la donnée existe bien. Donc, c'est ça le concept de data availability. Donc, et si oui, donc il y a une personne qui pose une question super intéressante. Là, décidément, elle a posé plein de questions intéressantes. Ouais, voilà. Ah, c'est vrai, d'accord. Okay. Et les blocs qui permettront d'optimiser les rollups seront bien effacés au bout d'un mois de la blockchain. Si oui, pourquoi un mois est suffisant pour attester de la sécurité des données utilisées par les rollups? Alors, c'est ce que je viens d'expliquer. En fait, 1 mois ou 3 mois, peu importe, mais cet ordre de grandeur, c'est le temps nécessaire qu'on va laisser aux opérateurs de rollup. En gros, cette donnée-là, en réalité, c'est plus pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, synchroniser Starknet en faisant confiance qu'au L1. Et donc là, il aurait besoin de ces données pour ne pas avoir confiance au L1 et de pouvoir resynchroniser Starknet. Et là, 1 mois, c'est la période de temps où on se dit, OK, c'est pas le problème d'Ethereum de garder ces données parce qu'on s'en fout. Ça, c'est pour reconstruire le state de Starknet, donc tu te démerdes, mon coco. C'est pas à moi de gérer ça au niveau Ethereum. Et du coup, ça va être à nous, fournisseurs de rollup, de stocker cette data et de la mettre à disposition pour que n'importe qui puisse reconstruire l'état de Starknet en faisant confiance uniquement à Ethereum. Et Ethereum, il a la preuve de ces données. Donc, on ne peut pas mentir, nous, en tant que Starknet, etc. On devra juste s'assurer de garder la data, de la mettre à disposition si besoin, mais en aucun cas on pourra mentir parce qu'il y a ces fameuses commitments des données qui sont sur Ethereum. Donc, c'est un peu ça l'idée. Yes, ok. Et d'ailleurs, ça me fait poser une question. Donc, si j'ai bien compris encore une fois, le data availability, ça pourrait se passer soit off-chain complètement sur des solutions plus ou moins centralisées, soit sur des solutions on-chain, soit sur des solutions hybrides. On a un article qui est sorti cette semaine sur les Celestium, qui sont justement une solution de Celestia pour la data availability, où on va stocker la donnée sur Celestia et la preuve de cette donnée sur Ethereum. Complètement. Et là, il y a un autre concept, donc le DAS, le Data Availability Sampling. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quelle est la façon naïve de vérifier que vous pouvez accéder à une donnée? C'est de la télécharger, d'accord? Donc, si je veux savoir que tel fichier de 1 giga est disponible, je télécharge le fichier de 1 giga et je peux dire oui, il est disponible. Ça ne scale pas. Donc, le Data Availability Sampling, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un système, un encodage particulier de la donnée qui va nous permettre de dire, je vais prendre des petits bouts et si j'arrive à prendre ces petits bouts, c'est que le fichier existe dans son ensemble, d'accord? Donc, c'est ça le Data Availability Sampling. Et c'est pour ça que le proto-donk sharding, alors le proto-donk sharding ne va pas introduire le data availability sampling, mais par contre, ce qu'il va utiliser pour prouver la data, le fameux KZJ commitment, ça permettra après, dans le vrai donk sharding, de faire le data availability sampling. Parce que sinon, c'est important de le préciser, parce qu'en fait, on aurait pu utiliser un simple hash des données. Si on voulait demain tout de suite dans le proto-donk sharding, on pouvait, ouais, exactement. On pouvait utiliser juste un système de hash pour prouver la donnée. Mais par contre, un système de hash, tu ne peux pas faire du data availability sampling. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un KZJ commitment pour demain. Voilà, je vais expliquer ce que c'est. Tu devrais comprendre ce que tu racontes, c'est horrible. On est désolé.
Ouais, désolé, je vais prendre de la hauteur. Je ne vais pas expliquer ce que c'est le KZG Commitment, mais je vais expliquer ce qu'il implique. Et ça, c'est une première sur Ethereum qui va arriver. En gros, ce truc-là, ça va impliquer ce qu'on appelle une cérémonie. Une cérémonie de Trusted Setup. Donc, c'est une cérémonie durant laquelle tout le monde, vous, moi, tout le monde, sera invité à participer pour sécuriser le réseau. Allez, je vais expliquer parce que c'est super intéressant conceptuellement. En gros, si vous ne le faites pas, vous devez compter sur le fait qu'il y a au moins une personne sur Terre qui l'a fait correctement. Par contre, si vous le faites, admettons, il y a 1 million de personnes qui font la cérémonie. Toi, Capet, tu le fais, tu t'en bats les couilles de savoir que les 999 999 sont malhonnêtes. Si toi, tu l'as fait bien, ils ne peuvent pas te carotter. Et ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à le faire. Si vous voulez avoir vraiment une confiance aveugle dans l'avenir d'Ethereum, etc., la seule solution, c'est de participer à cette cérémonie et de détruire votre secret. C'est la seule façon pour être sûr à 100% que personne ne va vous carotter dans les siècles à venir. Donc, en fait, vraiment, c'est important. Ça va être rendu très simple. Ça pourra se faire via un site web, etc. Ou des outils en ligne de commande et tout. Et si vous voulez vraiment avoir confiance, vous le faites et vous détruisez votre secret à la poubelle et vous n'en parlez plus et vous savez que Ethereum sera sûr. C'est quoi? C'est une sorte de grain de sel que tout le monde vient ajouter? Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Tu peux imaginer que c'est un peu ça, ouais. C'est une cérémonie dans laquelle chacun va apporter un peu de secret cryptographique, mais on a besoin de tous les secrets cryptographiques pour corrompre le système. C'est pour ça qu'il suffit d'un acteur honnête. Un seul suffit. Même s'il y avait 1 milliard de participants et il y en a un qui est honnête, ça suffit. Le système est sécure. Ouais, je vois, mais ça, c'est de la cryptographie, du coup. Ouais. Très avancé. Ouais, c'est de la cryptographie c'est pour ça que les gens, ça doit pas forcément leur parler, mais idéologiquement, oui, il faut qu'il y ait un maximum de gens honnêtes qui le fassent. Enfin, il faut au moins qu'il y ait une personne un seul qui suffit, le fasse. Mais voilà. Bon, j'espère que. Je pense que Vitalik, on ne devrait pas lui faire confiance, mais Vitalik, il va le faire. Et vous savez, pour la petite histoire, il y a déjà eu des cérémonies sur d'autres protocoles qui n'étaient pas Ethereum. Et les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les logiciels de la cérémonie qui étaient mis à disposition. Vitalik, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit non, je ne fais pas confiance au logiciel. Il a réécrit son propre logiciel pour faire la cérémonie. Comme ça, il était sûr à 100% qu'il n'y avait pas une backdoor ou un truc comme ça. Donc, vous voyez à quel point il faut être parano dans l'écosystème dans lequel on est. C'est le seul moyen de conscient du problème aussi. C'est ça déjà le truc. C'est ça qui est difficile. Que si tu travailles pas dans la cryptographie ou si tu n'as pas une appétence à la sécurité. C'est pour ça que c'est à nous d'essayer de vulgariser l'importance de ça et d'éduquer les gens. Parce que aussi, franchement, je pense que c'est aussi un moment historique. Tu vois, si vraiment Ethereum s'impose dans les siècles à venir comme le système décentralisé, etc., vous pourrez dire j'ai participé au Trusted Setup, etc. Enfin, en vrai, peut-être que ça vous excite pas quand je dis ça, mais sincèrement, c'est quelque chose d'assez unique en fait. En fait, là, c'est le problème, entre parenthèses, c'est qu'on est en période de bear. Ouais. Donc déjà, les gens sont moins intéressés. En plus, c'est le live le plus technique qu'on ait fait ensemble, je pense. Parce qu'à l'époque, là, déjà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme j'ai lu pas mal de fois ce qu'est Celestia, le rapport de Delphi Digital, etc., je vous mettrai en commentaire, ceux qui nous écoutent sur YouTube. Tout ça, c'est de plus en plus clair. La première fois que tu lis, t'es là en mode je comprends pas. En plus, ils rebrandent des trucs genre data availability, on pourrait dire stockage sur SSD, ce serait plus simple à comprendre. Exécution, on pourrait dire voilà, c'est smart contract plus faire des transactions pour des paiements. Consensus, voilà, c'est faire du mining ou du staking, etc., etc. Et ça rendrait tout beaucoup plus simple. C'est juste qu'on met des terminologies et si tu suis pas le marché à fond, c'est compliqué à suivre. C'est très compliqué à suivre. Mais du coup, tu vois, alors, juste je te coupe dans ces explications-là. Tout ça, là, qui arrivera plus ou moins tard sur Ethereum, donc le proto sharding, le temps sharding, la data availability sampling, etc., tout ça, ça arrive sur Celestia courant 2023. Je sais pas si tu as fait gaffe. Mais du coup, se pose la question parfois, c'est même pas une question de revenir toujours sur des histoires d'Ethereum killer. C'est qu'aujourd'hui, le problème, comme tu l'as dit, c'est qu'Ethereum a un legacy gigantesque. Et tu te dis pas Ethereum est un peu menacé de par sa lenteur? Non. Je vais expliquer pourquoi. Non, je vais expliquer. C'est une excellente question ce que tu dis, vraiment, c'est une très bonne question. Et là, je vais te répondre sans le moindre troll, c'est vraiment une approche scientifique. Ouais. Alors, non, pourquoi? Parce que ce legacy, c'est aussi un battle testing à très grande échelle. Je vais expliquer pourquoi.
Ethereum, donc ça fait plus de 7 ans d'existence qu'il est battle testé à grande échelle, etc. Avec la TVL la plus grande possible qui existe, etc. Donc, ça veut dire que c'est le plus attaqué. Par définition, le système qui sécurise le plus de valeur est le plus attaqué. Pendant 7 ans, il n'y a jamais eu une seule attaque au niveau protocolaire. Je précise, vous allez sûrement me répondre, il y a eu des attaques au niveau des smart contracts, etc. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec le protocole. Donc, je tiens à le préciser. Tout ça pour dire que Celestia vient 2023 avec tout ça. Très bien, et c'est très bien, la team est très forte et tout, mais il y a un risque énorme, en fait. En termes de sécurité, il n'y a pas le recul qu'on a sur le protocole Ethereum, sur le fait que est-ce qu'il se fait attaquer dans tous les sens, et au début, il n'y aura pas un niveau de sécurité satisfaisant, c'est impossible, parce qu'il ne sera pas sécurisé par assez d'assets, en fait. Et c'est le piège, en fait. C'est pour ça que Bitcoin et Ethereum, c'est très compliqué de les rattraper. Parce que Ethereum, là, en proof of stake, il est sécurisé par le capital au niveau market cap, qui est très grand, et personne là. Donc, tous les autres en proof of stake, ils sont au maximum 10 fois moins grands que Ethereum en termes de sécurité. Et en proof of work, personne n'a le même hash rate que Bitcoin. Donc, ça suffit pas. C'est pas parce que tu viens après que tu as des meilleures innovations, etc., que tu vas plus vite. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que les efforts de recherche qui sont faits sur Ethereum, ils sont considérables. En fait, quand un sujet arrive, qu'il est en cours de discussion, comme là, par exemple, Proto Sharding, on commence à en parler pour l'inclure, c'est que ça fait déjà des années qu'il est en conception, réflexion, etc., qu'on anticipe les problèmes. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'était que l'un des principes fondateurs d'Ethereum 2, c'était de penser long terme, et notamment s'assurer qu'en fait, à chaque fois qu'on va introduire une nouvelle brique, on s'assure que cette brique soit elle soit résistante aux attaques quantiques, ou soit qu'elle soit facilement interchangeable avec une brique résistante aux attaques quantiques. Et tu vois, rien que tous ces petits détails font que, malgré la complexité, malgré le legacy, etc., c'est fait dans le bon ordre, au rythme adéquat, honnêtement, parce que tu parles de lenteur d'Ethereum, cette lenteur d'Ethereum est perçue comme une vitesse extrême d'un point de vue Bitcoin. Tout ça pour dire que tout est relatif. Bitcoin reproche Ethereum d'aller trop vite, de faire des upgrades. Donc, en fait, mes deux éléments de réponse, c'est on n'a pas le recul, le battle test qu'on a sur l'écosystème Ethereum, qui est le plus attaqué à l'heure actuelle et qui tient depuis plus de 7 ans. Bien sûr, avec le passage au Proof of Stake, on a encore une épée de Damoclès parce qu'on n'a pas encore assez de recul après The Merge. On peut en reparler des points d'amélioration, des points à surveiller, des potentielles lacunes, parce qu'il y en a. Et de deux, la recherche sur Ethereum, c'est quand même quelque chose de très solide, très construit, etc. On anticipe vraiment. Et voilà. Et aussi, cette question de rapidité, c'est aussi le fait qu'on veut construire un système sur les prochains siècles. Donc, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Malgré tout, je suis très content de voir toutes ces innovations qui viennent d'ailleurs. Et moi, je pense que la bonne approche, c'est même de se dire, on s'en inspire, tu vois. Si le data availability sampling de Celestia, etc., moi, je serais pas contre qu'on se dise sur Ethereum, on s'en inspire. Là, par exemple, Ethereum Foundation, ils ouvrent une proposition publique pour travailler spécifiquement sur le data availability sampling, etc. Et il y a un package de 1,5 million de dollars qui va être mis pour que les gens puissent réfléchir là-dessus. Donc, en fait, c'est intéressant. Et si ça vient de l'innovation de votre communauté, moi, je l'accueille à bras ouverts. C'est juste que je vais capitaliser sur ce que j'estime avoir le plus de chances pour les siècles à venir. On a une question intéressante. Pourquoi, en prenant en compte tout ceci, les gros VC continuent d'investir des sommes astronomiques dans des ETH killers comme Aptos et SUI? Je pense que tu as la réponse de la question. Simple, hein. La réponse est assez simple, c'est qu'il y a des multiplicateurs qui sont beaucoup plus intéressants à faire sur des projets comme ça que sur Ethereum. C'est-à-dire que si Ethereum fait encore x10 par rapport à son prix actuel, déjà c'est superbe, mais sur des VC chains, tu es plus sur du x50, du x100. En plus, tu te fais des contrats qui te sécurisent un peu les choses. Et puis, sur Ethereum, on va dire qu'en tant que VC, tu n'as pas beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que tu peux être analyste, etc. Bon, au final, si tu n'es pas développeur, tu n'as pas une vraie valeur à apporter en tant que développeur, tu n'as pas ton mot à dire. Tandis que sur une VC chain, et c'est pas un mal, hein, attention, c'est pas mon propos. Sur une VC chain, comme tu pars d'une feuille blanche, tu peux arriver avec ton lot d'innovation, dire bon bah voilà, moi j'arrive avec mes quelques millions. Moi je pense qu'il y a un truc à faire sur cette niche-là, il y a un besoin à cet endroit-là, et tu le fais développer sur mesure. Alors qu'Ethereum, c'est une telle machine à gaz aujourd'hui, vous voyez, je disais il y a quelques minutes que c'est déjà trop lent. Donc les gens peuvent pas arriver. Moi j'aimerais qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. Ça ira pas aussi vite que prévu.
Donc, les développements se font en parallèle sur d'autres projets. Et de toute façon, la concurrence, elle est au-delà de l'aspect purement monétaire. La concurrence, elle est saine pour tout le marché. Là, on parlait de Exactement. Celestia. Ça va apporter Complètement. plein de bonnes choses à Ethereum. Et puis, Solana, peut-être, apportera des choses un jour à Ethereum et Peut-être. inversement. Et c'est Mais comme ça que ça se passe. pour l'instant, moi, je l'accueillerai à bras ouverts si ça arrive, ce truc-là. Mais pour l'instant, force est de constater que l'innovation, elle est toujours venue, pour l'instant, d'Ethereum. À grande échelle, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est plus les écosystèmes qui font des copycats de ce qui se passe sur Ethereum que l'inverse. Malgré tout, je salue des gens qui prennent des chemins totalement différents. Par exemple, en vrai, tu vois, j'ai beaucoup critiqué Solana, mais si je prends, par exemple, en comparaison, je sais pas, ne serait-ce qu'avec Avalanche, eux, ils ont pris un chemin très radicalement différent dès le début, tu vois. Et vraiment, ils ont tout reconstruit from scratch, etc. Là où Avalanche, je dis pas que c'est pas bien, mais ils ont capitalisé quand même énormément sur ce qui était fait sur Ethereum, notamment le fork de Get, etc. Donc ça, c'est intéressant. Au moins, je salue ceux qui tentent de faire des choses, etc. Après, d'un point de vue VC, bon, c'est très différent parce que bon, ils ont une armée d'analystes, mais aussi ils savent aussi avoir un sentiment sur le feeling du marché, etc. Donc c'est pas que un bet sur la technologie, tu vois. Il y a aussi une rotation de capital qui peut se pressentir sur des layer one. Moi, tu sais qu'après, je l'ai déjà dit, moi, je ne crois plus en des énièmes layer one. Les seuls trucs qui peuvent continuer à avoir du sens à expérimenter, c'est des approches comme Cosmos, Polkadot avec de l'interop. Ça vaut encore le coup de creuser, même si je pense que un layer solide tout en bas sur lequel on va builder plein de layers 2 qui peuvent communiquer entre eux, c'est la meilleure option. Mais malgré tout, je pense qu'il faut qu'on continue à explorer cette niche d'interopérabilité. Je pense que Cosmos, ça va apporter énormément. Par exemple, Moi, je IBC, pense moi, aussi. IBC, c'est clairement pour moi le potentiel de devenir le standard de facto de la communication cross-chain. Et c'est très bien. Moi, je milite en interne pour qu'on ait des gens de la communauté Starknet qui développent la patte IBC pour qu'on puisse faire du IBC entre Starknet et des chaînes Genre Cosmos. un L2 ou un L3 Starknet IBC, et après tu refais passer la valeur Ouais, ouais. inter-Stark. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Mm, Et je pense que mm. ça aurait du sens. Bah, Donc, l'innovation, je l'accueille à bras ouverts, tu vois. je sais pas si tu as vu, on a sorti un article tout à l'heure à ce sujet-là. Tu as du côté d'Avalanche, tu vas avoir un subnet qui reprend Tendermint et qui va intégrer l'IBC. Ah, très cool ça. Et du côté de Solana, tu vas avoir un layer 2 en fait, c'est un layer 2, layer 1. C'est-à-dire que ce sera un layer 2 Solana qui intègre la C-level virtual machine, donc en gros le VM, enfin l'équivalent de le VM chez Solana, sauf que ce sera construit sur une chaîne souveraine qui s'appelle SEI, qui est basée sur Tendermint, et du coup, ça va permettre d'avoir IBC sur le layer 2 de Solana. Et donc, Ok. grâce à ça, bah, du coup, de facto, ça permettrait une interopérabilité entre Avalanche et Solana une fois que les deux auront leur Carrément. sous-réseau ou Ah, leur mais layer 2 IBC. IBC, c'est génial. Le Tendermint, c'est génial. Le Cosmos SDK, c'est génial. En termes de tech, il n'y a pas photo. Moi, je suis passé par l'écosystème Cosmos et clairement, je n'ai jamais critiqué la tech. Hein. La tech, elle est très strong. J'ai d'autres problèmes sur l'écosystème Cosmos, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est pas sur la tech. Ouais, très bonne question. Tu veux donner ton avis sur la question et après je réponds Ouais, ou... ouais, Vas-y. bah, je vais répondre rapidement. C'est-à-dire qu'un layer 2, le principe, c'est qu'il appuie sa sécurité sur un layer 1. C'est-à-dire que sur Ethereum, les layer 2, bah, sans Ethereum, ils ne fonctionnent pas. Voilà, tout Ouais. simplement. Parce que leur fonctionnement est basé aussi sur le fait de sécuriser des preuves sur Ethereum. Tandis que l'histoire des layers 0 et des layers 1 pour le cas de Cosmos, c'est qu'en gros, tu as différentes blockchains et elles font transiter de la valeur entre elles via le layer 1. Et je coupe juste ce message qui n'a pas trop de sens à mon sens. La communication interchain se fait attaquer, c'est les bridges qui sont attaqués. Ouais, c'est des bridges. Il n'y a aucune faille via IBC à ce Non, jour pour qui a l'instant, non. permis de Ouais. voler des fonds. Voilà. Du Ouais, coup, je remets complètement. cette question-là et je te laisse répondre toi, Abdel. En tout cas, ma réponse sur Ah la merde, question pardon. précédente, C'est non, mais la c'est la même que question toi. précédente, pardon. C'est la même que toi, c'est la même Ouais. que toi, ma réponse. Donc c'est la même chose. Et je rajouterai à ça que le problème sur l'écosystème Cosmos, mais ça va changer, j'en suis sûr et certain, c'est que chaque chaîne individuellement, donc Osmosis, Juno, VMOS, ce sont tous des monolithes. Vous savez, tout à l'heure, on a critiqué, enfin, on a remis en question le fait qu'un monolithe pouvait scaler à grande échelle, et on veut de la modularité, etc. Pour l'instant, moi je le dis toujours, c'est qu'un réseau de monolithes reste un monolithe déguisé. En fait, peu importe le nombre de Ouais. monolithes que vous mettez, peu importe comment ils sont interconnectés, dans son ensemble, ça reste un monolithe. Ok, donc en parlant de L0, vous êtes tous bullish sur Cosmos, mais qu'en pensez-vous de Polkadot? Pour moi, Polkadot, c'est un acte manqué incroyable. C'est-à-dire que
Polkadot, c'est vraiment très costaud sur la tech, sur la partie recherche, etc. Ils ont fait énormément d'innovations sur le process des auctions, la gouvernance on-chain, plein de trucs, les moteurs d'exécution. Ils étaient même précurseurs sur plein de trucs. Mais en revanche, bizarrement, je n'arrive pas à expliquer comment ça se fait qu'ils se sont fait complètement bouffer par Cosmos en termes d'impact et de projets, etc. Alors, moi, peut-être j'ai un début de réponse, mais c'est vraiment une interprétation personnelle. C'est que finalement, le processus des auctions, il est trop long, trop complexe, etc. Et c'est ce qui fait que ça ralentit considérablement le développement de l'écosystème. Parce qu'en plus, ils doivent passer par le faire x2, une fois sur Kusama pour après le faire sur Polkadot. Et en fait, la hype d'un projet, finalement, pour qu'elle arrive vraiment au bout du process, il se passe 2 ans, quoi. Et ça, pour moi, donc c'est un très bon filtre de qualité. Ça empêche qu'il y ait des scams. Clairement, ça empêche qu'il y ait des scams sur Polkadot, parce que pour arriver jusqu'au bout, pour faire juste un scam, il faut en vouloir. Donc c'est un très bon filtre de qualité, mais il a le défaut d'être très long. Donc moi, je pense que c'est un début de réponse qui explique pourquoi Cosmos s'est beaucoup plus développé très vite, avec une approche permissionless dans laquelle on n'a pas besoin de demander l'avis, en fait, pour builder sur la tech de Cosmos. On y va, on développe et on lance sa chaîne comme ça. Et ça, c'est intéressant, donc en mode souverain en plus. Donc, on va parler peut-être après du shared security qui est par défaut sur Polkadot. Mais Cosmos a commencé par le mode souverain. C'est-à-dire tu démarres, tu lances ta chaîne, tu trouves tes petits copains qui veulent t'aider à sécuriser ta chaîne avec des validateurs, tout ça. Mais tu demandes l'avis à personne, quoi. Tu viens, tu builds, tu lances ta chaîne. Polkadot, tu dois passer par ton process. Donc, en fait, quand tu as un process qui est permissionné, c'est aussi un frein à l'innovation. Parce que là, quand c'est vraiment, tu demandes l'avis à personne, tu builds, tu fais des expérimentations, ça rate, tu fais autre chose. Donc, c'est beaucoup plus agile comme process. Ouais, ils sont trop rigides et Cosmos, c'est plus souple. Exactement, Zézé numéro 7, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. C'est ça. C'est une question d'agilité du process et du côté, est-ce qu'il y a besoin de demander l'avis ou pas, qui bride ou non l'innovation. Ouais, comment on en est arrivé à plonger tête première dans Cosmos? C'était par rapport à une question, je sais plus, parce qu'on était encore sur la modularité, sur les layer 2, etc. Et puis on est tombé peut-être la première. Je sais plus. C'est révélateur d'une certaine hype qu'on voit sur Cosmos en ce moment. En vrai. C'était par rapport à IBC. On a commencé à parler d'IBC. Parce que tu parlais d'intégrer IBC potentiellement sur Starknet. Oui, exactement. Ouais. Et avec l'ICS, Cosmos Hub, ça va ressembler à Polkadot. Oui, donc le shared security qui va arriver très prochainement, ça ressemblera à Polkadot. Et c'est pour ça que ça justifiera encore moins Polkadot, en gros, entre guillemets. Parce que Cosmos peut faire les deux, le mode chaîne souveraine, et pourra faire demain le même mode que Polkadot avec un process qui est beaucoup plus souple, etc. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que Polkadot s'est fait manger, malheureusement. Ouais, je pense aussi. Après, ne jamais dire jamais, mais non, moi, j'arrive pas. Je vois vraiment pas de. Je suis des gens de Polkadot. Je ne vois pas de hype communautaire sur Polkadot. Je vois pas des gens utiliser leur wallet et tout. En plus, je trouve que le wallet Kepler, c'est un banger, sans déconner. Ils ont créé un truc de fou. Il y a des conférences, les gens y vont, je vois les gens y aller. Il y a eu une conférence DOT vers le THCC, j'ai vu personne en parler quasiment. Et ouais, c'est ça, hein, c'est la présence. Osmosis, en vrai, ils innovent. Hein. Osmosis, ils innovent en termes de UX, en termes d'expérience utilisateur, ils sont bons, hein, je ne veux pas mentir. Hein. Ils sont très très bons. Donc, que pensez-vous de Cardano, Joker? Non, il ne se passe rien. Pareil, pour le moment, on ne voit rien. Joker, pourquoi? Parce que franchement, et ça vaut pour Cardano, Tezos, TEOS, moi, le jour où tu as des applications qui sont nulle part ailleurs que sur ces écosystèmes-là, moi, je dis bien joué, tu vois. Les gars, ils ont choisi d'être sur ces blockchains-là plutôt que d'autres. Il y a de l'applicatif, franchement, bien joué. C'est juste qu'aujourd'hui, ni pour la spéculation, ni pour le côté utilitaire, on s'intéresse spécifiquement à ces écosystèmes-là. Donc, si vous voulez, ça ne nous passe pas sous l'œil. On peut nous reprocher de ne pas plus s'y intéresser, c'est vrai. Mais en tout cas, ils font pas grand-chose pour rendre ça intéressant des gens qui sont vraiment dans l'écosystème. Parce qu'ils ont des gens qui les suivent. Hein. Charles Hoskinson de Cardano, il fait son live Twitch ou je sais pas quoi tous les jours. Il a des gens qui lui mangent dans la main absolument tous les jours. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment des gens de l'écosystème. Tu vois, c'est des gens qui suivent un peu les cryptos et voilà. Carrément. Et du coup, pour revenir peut-être un peu sur le sujet de base, pour conclure sur le proto-tank sharding et qu'est-ce que ça va changer à court terme pour les utilisateurs, pour les roll-ups, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un coup de boost pour l'adoption des layers 2.
Donc, grosso modo, ça va permettre que les layers 2, là, donc Starknet, Optimism, Arbitrum, etc., vont pouvoir être beaucoup plus efficaces, pouvoir consommer plus de données, etc. Donc aussi augmenter potentiellement la scalabilité. Et donc, c'est vraiment dans cette roadmap roll-up centrique, vraiment pas forcer, encourager les gens à très rapidement s'orienter vers les layers 2, qui sont la meilleure promesse de scalabilité qu'on a à l'heure actuelle. Donc moi je suis très content, enfin personnellement je vais soutenir cette IP très fortement. Je suis un peu moins content du fait que ça nécessite la fameuse cérémonie dont je parlais tout à l'heure, mais bon malheureusement on n'a pas beaucoup de choix. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est très bien pour l'adoption des layers 2. Et c'est pour quand? C'est pour quand? Ça, c'est une bonne question. Alors, mon échelle de temps approximatif, entre 6 et 9 mois, si tout se passe bien. En gros, je pense que ça va être pas mal conditionné sur à quel point on veut les withdraw, donc le pouvoir retirer les récompenses de staking, tôt ou pas. En gros, s'il y a une forte pression pour qu'on ait les withdrawals le plus vite possible, peut-être qu'on n'aura pas le proto sharding dans Shanghai. Dans ce cas-là, ça va durer plus longtemps parce que ce serait dans l'upgrade, pas le prochain, pas Shanghai, mais celui d'après. Mais si on est capable d'attendre 6, 9 mois pour les withdraws, il y a de grandes chances qu'il arrive dans Shanghai et donc à peu près été prochain. Voilà, peut-être, on a l'espoir de voir un proto sharding été prochain. Ok, 2024 du coup. Non, franchement, non, je pense. Justement, honnêtement, j'ai l'impression que malgré tout, parce que The Merge c'était trop le gros morceau. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'articule vraiment bien. Il y a plein de trucs qui avaient déjà été commencés. The Merge c'était vraiment trop gros pour qu'on puisse l'accélérer ou quoi. Mais maintenant, franchement, je suis confiant. On troll souvent de la roadmap d'Ethereum et de Salanter, que je comprends. Mais vraiment, je suis confiant, je suis optimiste que là, on peut déclencher et dérouler et l'avoir été 2023. Franchement. Ça va être intéressant en tout cas. Hein. Ça bouge. Ah, clairement. De toute façon, ça bouge. Les layers 2, tu le sais très bien, ça va être la guerre. Particulièrement la ZK War va être vraiment intéressante. Moi, j'ai hâte. Enfin, ça va être la guerre. Ça va être un bain de sang, j'adore. Avec des concurrents comme Polygon, etc., qui sont extrêmement forts en business développement, en marketing. Force est de constater que. Scroll aussi, hein. Scroll, ils sont très bons. Très, très bons techniquement. En réalité, sincèrement, si je devais miser sur à part Starknet, c'est Scroll. En termes de vision, de pureté, d'exécution, de pas de bullshitage, etc. Après Starknet, c'est le meilleur. Et pourquoi si tu devais donner un peu de détails? Ouais, si je devais donner un peu de détails. Alors, bon, c'est un peu politique. Enfin, je vais devoir cracher un petit peu sur la concurrence sur certains points. ZK Sync, comment dire ça de manière diplomate? En gros, ils ont capitalisé fortement sur un code qui leur appartenait pas. Voilà, pour dire la façon diplomate. Je sais pas si tu peux reformuler pour expliquer mieux ce que je veux dire. Je pense que tu as compris. Pas tout à fait, pour être honnête. D'accord. En gros, ils sont basés fortement des travaux d'Aztec Network. En fait, et en gros, ils ont juste. Ouais, exactement. Et en fait, ça se sait pas trop, mais en gros, voilà, ils ont juste été plus rapides à le brander, le packager dans un produit, etc. Mais je savais pas. Bah oui, donc renseigne-toi, tu verras. Donc il y a ça. Polygon, c'est entre guillemets, ils sont meilleurs en marketing qu'en tech. Besoin de concret. Polygon, besoin de concret. C'est-à-dire que voilà, ils ont fait la prose facile de faire leur sidechain, etc. 3 ans après, ils ont racheté 3 teams qui bossaient sur les ZK Rollup pour rattraper 3 ans de R&D. Et le problème que je leur reproche, c'est qu'ils font des annonces. Tu vois, on était ensemble, Polygon Connect, avec la fameuse ZKEVM, on n'en voit toujours pas la couleur, elle n'existe pas. Donc en fait, c'est ça, le problème, c'est des annonces, il faut qu'ils concrétisent. Le problème, c'est que quand ils vont concrétiser, les salauds, vu le network effect qu'ils ont, ça va faire mal. Ils ont l'avantage considérable par rapport à nous d'être VM compatible. Donc l'avantage, c'est pas un vrai avantage, mais de la perception, c'est même un désavantage. Si tu veux, je peux expliquer pourquoi, mais c'est un avantage de la perception du grand public et des projets qui vont migrer, quoi. Entre guillemets, c'est plus facile pour eux de faire migrer des projets chez eux en étant LVM compatible. Mais c'est un désavantage énorme sur bien des égards en termes de performance notamment. Mais voilà, et Scroll, ils veulent faire les choses bien, ils veulent avoir la vraie version d'une ZK-EVM, entre guillemets, parce qu'en fait, le terme ZK-EVM, il veut tout et rien dire, en fait. Il y a plein de définitions de ZK-EVM. Tu vois, ça peut être un code Solidity que tu vas traduire en quelque chose d'autre que tu vas exécuter. Ça, c'est l'approche un peu ZK-Sync. Tu as l'approche avec
le bytecode intermédiaire, bref, sans rentrer dans les détails, et tu as Scroll qui est la version la plus pure de ce que c'est la vraie équivalence EVM. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, exactement. Vitalik a fait un post très Et c'est les détaillé chouchous de Vitalik aussi, je crois. Ouais, sur la partie EVM, ouais, clairement. Je pense que, bon, en réalité, bon, on verra. Je ne me prononce pas. Je pense qu'on est son vrai chouchou, mais je peux pas dire. Enfin, ça paraît très biaisé si je dis. Ouais, ouais. Ok. Et regarde, Bah, je t'invite juste à regarder ces 2 derniers posts. Tu les as vus ou pas? Ok. Non. On les montre en live ou pas? Vas-y, regarde. Regarde, je sais pas si c'est les 2 derniers, mais en tout cas, parmi les 2 dernières semaines, là. Attends, bah, on va aller chercher ça ensemble. Il y a 2 posts qui ont 10 noms. Ouais. Parce qu'il poste. Tu peux aller sur son site vitalik.ca. Voilà, celui-là. Non, ouais. ceux avant celui-là. Pas celui-là, du coup. Mais va sur son site et à la racine, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Ok. Voilà. Là, il dit les termes, là. Là, il dit les termes. Ok. Vas-y, descends. Je te dis un petit exemple. Là, regarde. Là, tu vois quoi devant toi, là? Bah ouais, mais là c'est biaisé, là. C'est biaisé, là, Abdel. Non, ça va. C'est ma communauté. On peut dire un peu Starknet parce que je sais que des fois, ça rage en mode ouais, on entend que Starknet et tout. Mais j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, hein, si tu remarques. Ouais, c'est vrai. Non, mais Ou alors, non, même pire que ça. Les 2 ou 3 fois que je l'ai dit, directement, j'ai dit ou Optimism ou Arbitrum, etc. Tout le temps. J'ai fait attention à ça parce que justement, j'ai vu que les gens disaient ça. Sincèrement, bon, vous savez, je parle de tout. J'ai travaillé dans plein d'écosystèmes, je parle de tout. J'essaie vraiment d'être objectif. Je pense être capable de dire les avantages et inconvénients de chaque truc, même dans ceux dans lequel je travaille. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Ça marche. Donc, je t'inviterai à lire en détail et celui d'avant Ouais, je le aussi. lise, ouais. D'ailleurs, tiens, je reviens juste au-dessus du schéma, il y a une phrase qui est marrante, et c'est vraiment du Vitalik. Là, regarde. En gros, la deuxième phrase. Starkware is made up of very smart cryptographers who are actually sane. En gros, si on traduit, Starkware est composé de cryptographes très intelligents qui sont, comment on dit, sains d'esprit, quoi. Sain, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, pas fou, quoi. En gros, c'est le petit truc de dire le cliché les cryptographes sont des tarés. En gros, il dit Starkware, c'est des monstres. Ah ouais, ok. Mais ils sont. Mais on peut parler anglais avec eux, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà. Et je t'inviterai à regarder en détail ce qu'il dit. Et pareil sur celui d'avant. En tout cas, ce qui est sûr, et là, c'est vraiment clair et net, il ne s'en cache pas du tout. Il privilégie largement les EK Rollup par rapport aux Optimistic Rollup. Ça, c'est clair et net. Ils en fait même des vieilles blagues à la con, etc. J'ai encore vu tout à l'heure une interview de Bankless dans laquelle il a fait une petite blague à la con de je suis optimiste. Aujourd'hui, je suis optimiste, mais à long terme, je suis zéro knowledge. Quoi. Enfin, il a tourné une blague comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est clair. Je fais un instant publicité pour les gens qui nous écoutent parce qu'on est sur une partie, sur des sujets qui sont très techniques. Sachez que moi, ça fait 2 semaines que j'essaie de me remettre bien comme il faut au Fonda et je te remercie, Abdel, de cette interview qui n'est pas terminée, bien entendu. Et on vous a sorti des articles qui sont un peu techniques. Bah, du coup, on vous parle des Celestium ici, avec Celestia. Ouais, j'ai regardé celui-là, il est stylé. Ouais, il est propre. Hein. Qu'est-ce qu'on vous a fait d'autre récemment? Bon, bah, du coup, on vous parle du bridge entre Solana et Avalanche via ABC. On vous parle de Aptos. On a fait une traduction complète en français en exclusivité du white paper. Il y aura probablement celui de Sui bientôt. Voilà, il y a des sujets qui sont assez techniques qu'on essaie de vous proposer. Kepler qui va... Alors ça, tu as dû le voir passer, Abdel. Le fait que tu vas pouvoir payer avec différents jetons sur une même chaîne souveraine. Ça c'est quand même très, très, très puissant. C'est comme si sur Ethereum, tu pouvais payer avec des ERC20 direct. Ça faciliterait quand même vachement les choses plutôt que passer par de l'Ether à chaque fois. Donc là, c'est l'instant pub Coin Academy. Mais moi, ce que je vous invite à faire, au-delà de Coin Academy, c'est que, vous voyez, là, avec Abdel, on est allé sur le Twitter de Vitalik pour voir les écrits de Vitalik, écouter ce que dit Vitalik. Il y a les confrères Ethereum France qui font aussi des super articles, pas souvent, mais quand ils en font, c'est des bangers, par exemple, pour expliquer le consensus d'Ethereum, etc. Et en fait, rentrer dans la technique, parce qu'en fait... C'est le bon moment en bear market en plus. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que si vous faites bien vos devoirs, vous allez arriver sur l'article, vous allez vous gratter la tête parce qu'à la première lecture, vous allez dire vraiment c'est trop.
Et vous allez prendre des notes, vous allez revenir dessus, vous allez choper d'autres sources sur d'autres articles et par répétition, ça va commencer à rentrer. Et quand vous allez réécouter l'interview avec Abdel, bah, vous allez passer du chinois au français et ça va être génial. Parce que moi, Ouais, honnêtement, si j'avais pas passé ces 2 dernières semaines à me regarder, par exemple, tu fais Delphi Digital, Celestia, paye attention to Celestia où ils expliquent toute la vision avec justement le côté layer one avec des blocs gigantesques, le côté vérificateur de blocs, le data availability sampling, etc., etc. Donc des termes qui sont très techniques. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. J'ai un peu de mal des fois avec l'anglais. Je me suis ouvert un bloc à côté sur Notion et j'ai traduit paragraphe par paragraphe en français. Et j'ai fait tout le document quasiment en français. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai noté. Et tout ce que je n'ai pas appris, je ne l'ai pas noté. Donc, je me suis fait un condensé maison, finalement, de ce que j'ai appris dans ce document. Et à la fin, j'avais compris beaucoup, beaucoup plus de choses que nos propres articles Coin Academy sur Celestia ou autres. Non pas qu'ils soient mauvais, mais tout simplement, c'est juste vous dire que à la première lecture, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines briques, mais c'est par la répétition des choses et le fait de lire plusieurs fois, expliquer différemment, que ça va finir par rentrer. Et vous n'êtes pas plus bête que les autres, hein. Même si c'est des sujets qui sont techniques, ils vont finir par rentrer. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre Abdel, donc voilà, je ouais. suis assez content. Je suis assez Ouais, c'est content de clair. l'exercice. Franchement, c'est vraiment le moment de faire vos devoirs et vous allez être Mm. récompensés. Franchement, ceux qui sont là encore maintenant, ils sont là aussi un peu pour les bonnes raisons, donc c'est cool. Mm. J'ai une question. Ouais, GMX sur Starknet Abdel, tu devais les draguer, tu avais dit ça dans un live. Ouais, j'aimerais vraiment les voir sur Starknet. S'il y a bien un projet que j'aimerais voir sur Starknet, c'est GMX. Ils sont Pour le très très côté chauds. DEX, pour le côté DEX Trop, vraiment trop, trop chaud. décentralisé. Ouais, Enfin, trop, je mets trop des chaud. parenthèses sur vraiment décentralisé parce que les pauvres DYDX en ce moment ils dégustent. Mais Exactement. moi je C'est pour considère que ça. DYDX sont vraiment de bonne foi, mais ils se sont fait prendre un peu de cours par les législateurs par rapport à la situation actuelle, je dirais. Ouais, non, complètement. Et j'ai un mix très très fort en termes d'expérience utilisateur, etc. Donc ouais, j'aimerais trop les voir sur Starknet. Ils sont sur Arbitrum actuellement. Donc Hmm. bon, le problème, ça voudrait dire une migration, enfin réécrire tout leur code en Cairo, donc c'est compliqué. Mais je Arbitrum désespère ou pas. Nitro d'ailleurs? Ils profitent de Nitro ou c'est l'ancienne intégration? Bonne question, je sais pas. C'est J'ai pas l'ancien, hein, je checké. crois, hein. Ouais, je Hmm, pense ok. que c'est l'ancien. Je Hmm. pense que c'est l'ancien. Mais j'aimerais bien les voir sur Starknet. Pour la vision L2, concrètement, ça donnera quoi la user experience, multiplication innombrable de wallets? Non. Non. Clairement, déjà, tous les wallets qui sont même compatibles, ils seront déjà compatibles MetaMask. Même Starknet va être compatible MetaMask bientôt. Après, aller ou non sur un wallet natif qui a des features en plus. Par exemple, sur Starknet, on voit Bravo, c'est argent, il commence à avoir des features vraiment sympathiques parce que on a notamment la compte abstraction, bref, sans entrer dans les Ouais. détails, une feature qui est assez particulière à Starknet et qui permet d'améliorer drastiquement l'expérience utilisateur. Donc, en fait, vous aurez le choix. Soit vous restez dans des wallets que vous avez l'habitude d'avoir, ou soit vous allez sur des wallets natifs à la chaîne en question qui vont vous donner des features en plus. Mais non, ce ne sera pas une multiplication de nombre des wallets. Aptos va l'intégrer, le count abstraction, si jamais. D'accord, ok, Ouais, je l'ai intéressant. vu dans le white Ah, ouais. paper. Hmm. Ok, bon, bah, ça c'est une très bonne chose. La content Hmm. abstraction, en vrai, c'est de la frappe. Tu peux imaginer vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur, etc. Et concrètement, pour la user experience, bah, c'est des transactions moins chères, meilleure scalabilité, moins de temps d'attente, etc. Donc l'adoption des L2, ça va être vraiment le gros Co- truc qui va. Côté applicatif et côté wallet, normalement, ça devrait suivre de sorte à pas vous complexifier les choses, hein. Je Ouais, pense que dans complètement. les prochains mois, prochaines années, ça va être Hum. vraiment simple. Tu cliqueras sur des boutons, tu auras quand même de la sécurité pour pas que tu fasses n'importe quoi et que tu te retrouves vidé de tes fonds. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vais mettre Ouais, cette question parce qu'elle est vraiment, ouais, ouais. elle revient sur tous les lives et il faut y Je répondre voulais à chaque fois l'apprendre. parce Ouais, que exactement. elle est, La elle est, elle réponse, est très bonne cette question. Mm. on va parler, on va dire les termes. Je l'ai dit, mais je ne l'ai peut-être pas dit de manière assez évidente. La roadmap d'Ethereum est roll-up centrique. C'est-à-dire que c'est une volonté de Ethereum de dire non, on ne va pas essayer de scaler Ethereum. Enfin, on va faire tout ce qu'on peut pour qu'il soit le plus scalable possible, mais on sait que ce n'est pas ça qui va permettre d'avoir une échelle planétaire. On sait que ce sera les roll-up et on va transformer Ethereum pour qu'il soit le meilleur socle pour les roll-up et qu'on fasse tout pour faciliter les roll-ups. Et littéralement, Proto Sharding, c'est ça, quoi. C'est vraiment de se dire, on fait tout pour faciliter la vie des roll-ups. Donc non,
Starknet et tous les autres Layer 2 auront justement encore plus de sens avec les upgrades dont on a parlé, comme le proto-dank sharding, le dank sharding, etc. Il faut le dire très clairement, Ethereum devient roll-up centrique. Voilà, donc en français, ça veut dire qu'Ethereum va vivre des Layer 2 et non pas les surclasser ou les enterrer. Donc en fait, le monde futur d'Ethereum sera dans des Layer 2, là où tu auras des visions type Solana, etc., où on limitera un maximum les Layer 2 pour justement rester sur un Layer 1 qui fait tout. Parce qu'eux, ils veulent miser sur un Layer 1 qui fait tout, ils pensent qu'ils en sont capables. Voilà. Donc c'est deux visions différentes. Deux approches différentes. C'est exactement. Ça. C'est ça. Petit mot sur le Count Abstraction. Effectivement. Ok. La Count Abstraction, c'est quoi? Donc, vous savez, sur Ethereum, sur Solana, sur les autres blockchains, vous avez deux types d'accounts, donc deux types de comptes. Les EEA, donc en gros, c'est des accounts qui sont contrôlés par une clé privée normale, pour vous, vos wallets, etc. Et vous avez les smart contracts. Ils sont traités différemment par les différentes blockchains, par les différents protocoles. L'idée de la Count Abstraction, c'est de se dire, tous les accounts seront des smart contracts, y compris vos wallets à vous. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quelle logique dans un account. C'est-à-dire, je vais vous donner des cas concrets pour que ce soit plus clair. Avec la Count Abstraction, ce qu'on a vu par exemple sur Starknet, c'est des cas très intéressants. Imaginez des jeux on-chain, d'accord? En fait, c'est une verticale qui se développe pas mal sur Starknet, le gaming on-chain. Dans le gaming on-chain, c'est un des gros problèmes, donc il y en a deux majeurs, c'est les frais, parce que ça coûte cher. Et surtout, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une transaction, l'utilisateur va devoir approuver, signer la transaction via son MetaMask. Vous doutez bien, sur un jeu qui va durer 20 minutes, dans lequel tu vas faire une interaction toutes les 10 secondes, l'expérience utilisateur, elle est complètement dégueulasse. Donc, il y a des gens qui ont développé, grâce à la Count Abstraction, un système qui permet de créer une clé de session, en gros, quelque chose de temporaire. On peut lui donner les règles qu'on veut, mais ça peut être par exemple dire, pendant 20 minutes, je vais pouvoir interagir avec tel smart contract, avec telle méthode de smart contract, par exemple, si on veut un niveau de granularité très fin pour justement avoir une bonne expérience, mais sans compromettre la sécurité. Et ça veut dire qu'après, vous pouvez faire plein de transactions avec le jeu sans avoir à valider dans votre wallet. Donc ça, c'est très puissant. Mais je savais pas, ça, c'est la folie. Bah oui, exactement. Et c'est pour ça que le gaming, ça va devenir une verticale très, très importante sur Starknet. La Count Abstraction, c'est royal pour le gaming. Un autre exemple de cas d'utilisation de la Count Abstraction, il y a des gens qui ont fait un proof of concept, donc une preuve de concept, qui permet de signer des transactions sur Starknet en utilisant la biométrie d'un iPhone. Donc en fait, au Face ID, je crois que c'était Face ID, j'ai un doute, mais en gros, vous authentifiez avec votre Face ID, avec votre visage, et ça signe la transaction. Donc on peut imaginer plein de cas. On peut imaginer être capable de s'authentifier avec Starknet avec votre clé privée Bitcoin, par exemple. Si on peut implémenter les mécanismes. En fait, on peut tout faire, littéralement. On est bridé que par l'imagination. On peut implémenter n'importe quel type de smart contract. Donc la Count Abstraction, c'est un banger, clairement. Ça vient renforcer la sécurité et l'expérience utilisateur. En fait. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la Count Abstraction. Est-ce que le calcul quantique représente une menace à moyen terme? Ouais. Alors, oui et non. Donc tout à l'heure, je l'ai dit. Donc Ethereum, ça vous pouvez regarder, si tu veux, tu peux le montrer. Ethereum Design Goals. Mets-le dans le chat. Ouais. Tu le mets dans ce chat et je vais l'ouvrir. Ouais, je vais t'envoyer. Tac, tac, tac. Voilà. Design Goals, je te l'envoie tout de suite. Et tu vas partager. Comme ça, je vais expliquer avec une illustration concrète. Ok. Tu me dis quand tu l'as mis. Ouais, c'est. Tu me l'as envoyé où? En privé. Ah, tu me l'as envoyé sur WhatsApp? Non, private chat sur StreamYard. Ah, ouais, tu aurais pu le mettre dans le chat public. Vas-y, je le mets dans le chat public, je vous l'ouvre. Je vous l'ouvre tout de suite, excusez-moi. J'apprends à utiliser un ordinateur, c'est pas souvent, du coup. Toujours évident. Alors, c'est OK. Très bien. Ça. Donc, le 3, tu peux zoomer un peu ou... Bien sûr. Donc, ligne 3. Donc, les design goals, c'est quoi? C'est les principes de base d'Ethereum 2. D'accord? Donc, le troisième principe, c'est d'utiliser uniquement des composants
de façon à ce que soit ils soient résistants aux attaques quantiques, ou soit ils peuvent être remplacés facilement par quelque chose qui est résistant aux attaques quantiques quand ils seront disponibles. Donc, typiquement, KZJ, on rentre dans le deuxième cas. C'est pas encore disponible quelque chose de Quantum Secure qui remplirait cette fonction, mais il est designé pour être changé. Et littéralement, même dans l'EIP 4844, c'est écrit noir sur blanc qu'on met quelque chose dans le protocole pour faire en sorte qu'on puisse remplacer KZJ. Je vais vous le montrer. C'est le genre de truc qui montre aussi pourquoi Ethereum est supérieur. Vraiment, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'on pense à tout, quoi. Tac, tac, tac. Je vais le montrer dans l'aspect. Ok, voilà, exactement. Alors, si tu vas sur le IP 4844, je l'envoie dans le private chat parce que je ne sais pas écrire dans le public chat. Moi aussi, je découvre les ordi aussi. Donc, je t'ai envoyé un petit lien. Ouais, donc, ça, c'est ça les fameuses EIP. Quand on dit une EIP, c'est quoi? C'est ça. Donc, c'est toute une description, etc. Je vous lis le paragraphe sur les versions H. Là, non, tu l'avais, voilà, exactement. En gros, ce que ça dit, c'est qu'on va utiliser une technique qui fait que, c'est le for example là, tu vois, dans la fin de la première ligne. Mm-hmm. Ouais, ici, là, si tu regardes la for example, juste à la fin de cette ligne-là, ouais. Ouais. Ah. Ouais, for example, si, d'ailleurs, regarde l'exemple, hein, si on a besoin de switcher à quoi, Merkle Tree ou Stark pour des plus Stark. Plus Stark. Ouais, Merkle Tree plus Stark, ouais, exactement. Parce que les Stark sont résistants aux attaques quantiques, d'accord. Et là, c'est dit, si on a besoin de passer sur Merkle Tree plus Stark pour des raisons quantiques, c'est pour ça qu'on va rajouter une version. En gros, peu importe les détails, mais c'est designé dans l'EIP pour se dire, OK, on sait que là, tout de suite, on est obligé d'utiliser KZJ. KZJ n'est pas résistant aux attaques quantiques, mais du coup, on prévoit le truc pour facilement songer à quelque chose de résistant aux attaques quantiques. Et ça, c'est typique de ce que je veux dire quand je parle de la suprématie d'Ethereum. C'est vraiment ce genre d'exemple, en fait. Yes. À noter que le Merkle Tree, on va vous faire un article bientôt sur le sujet. Très bien, parce que c'est très important. C'est la base. Je me suis battu avec Picsou, putain, c'était trop marrant en mode les gars, c'est une prio. Il me dit, mais c'est pas une prio. 99% savent pas ce que c'est. Je dis, mais c'est pour ça que c'est une prio. Oui, c'est pour ça que c'est une prio. Parce que beaucoup de choses sont basées sur la Merkle Tree. Hein. Dans le stockage d'Ethereum, même dans Bitcoin, enfin dans tout en fait. C'est la base de ce truc. C'est de la cryptographie encore une fois, mais ça rend les choses beaucoup plus claires. C'est ingénieux en fait. Hein. Oui, les Merkle Tree, c'est très ingénieux. Starknet et Quantum résistantes, oui, exactement. Ethereum le sera dans un futur proche. Comme je l'ai dit, toutes les briques qu'on peut, elles sont déjà résistantes aux attaques quantiques. Et celles qui ne peuvent pas, dès qu'elles sont dispo, on les changera par des briques résistantes aux attaques quantiques. Vous savez, par exemple, dans certaines critiques que je fais des fois sur l'écosystème Bitcoin, c'est ça. Le manque d'anticipation sur les attaques quantiques, par exemple. C'est littéralement un sujet dont j'ai parlé avec des Bitcoiners. Donc, c'est ça. Sur Ethereum, on anticipe. C'est pour ça que je dis que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Peu importe ce que les gens vont faire sur le court terme, Ethereum est mieux positionné sur le long terme parce qu'il anticipe tous ces sujets-là. Quel est l'algorithme de consensus sur Starknet? On n'en a pas encore, justement. C'est dans la roadmap. L'un des prochains gros chantiers sur Starknet, c'est la décentralisation des séquenceurs qui nécessitera un algorithme de consensus. Potentiellement, on pourra partir sur de Tendermint. Mais c'est la communauté qui va décider. Donc, à vous aussi de participer, faire des propositions. Si vous avez des algorithmes de consensus qui vous tiennent à cœur, allez sur Shaman. Donc, c'est le forum de discussion de Starknet. Si tu veux le poster, peut-être Capet et donner le lien aux gens. Je t'envoie le lien. Shaman. Shaman, je t'envoie ça. OK. Voilà, c'est le forum pour discuter du protocole Starknet, de ses évolutions, etc. Vous avez plein de sujets, tous les sujets. Vous pouvez écrire des posts, des propositions d'évolution de Starknet, etc. Et il ne faut pas hésiter. C'est vraiment l'idée, là, vous allez voir, la Starknet Foundation va bientôt être mise en place. L'idée, c'est vraiment de faire une gouvernance décentralisée, que chacun ait son mot à dire et que la communauté participe à l'évolution du protocole. Donc, allez-y, faites des propositions. Si vous avez fait de la veille sur n'importe quoi d'un autre écosystème, hein, même si vous avez vu, vous me dites, tiens, l'algorithme de consensus Narwhal qui est utilisé sur Aptos, il est génial, pourquoi pas utiliser ça? Vous pouvez en soumettre l'idée et on en discute, quoi. Bien sûr. Tiens, tu peux répondre à la dernière question parce que c'est ta faute. Donc, je te laisse répondre. Appel, tu as déménagé? Où sont tes mangas? Tu peux dire ce qui s'est passé juste avant qu'on démarre l'interview ou pas? Ouais, c'est vrai. En fait, il avait son truc habituel, Attack of Titan, Mangaka et compagnie. Et je dis, gros, franchement, ça rend dégueulasse. Mets-moi petite fenêtre et tout. Parce que ça fait plus propre. Il me dit, tu peux pas corriger l'intégration. Montre-leur, hein. Montre-leur.
Ah oui, ils vont juger en live. À la bonne franquette. Et vous allez dire c'est mieux là ou là, avec son truc à taille. Bouge un peu, qu'ils comprennent bien aussi. Ah oui. Le côté dégueulasse. Parce qu'on peut pas régler en fait l'effet derrière. Je pense que c'est mieux Attack on Titan. Allez. Je demande l'avis du chat. Ouais, demande l'avis du chat. Allez. Titan, c'est mieux. Ah ouais. Ok. C'est ça, les gars. Il y a des vrais. Ah oui, par contre, faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, ils vont changer d'avis du coup. Ça va. Ouais, comme vous voulez, les gars, comme vous voulez. On peut terminer le live comme ça change un peu. On termine comme ça. Allez. Ouais, y a pas de souci. Et du coup, donc, on a eu l'occasion de parler. Ah, alors, il y a un sujet dont j'aimerais quand même qu'on parle. Ah, il y a une question intéressante. Vas-y. Ouais, Vas-y. Starknet, c'est super, mais pourquoi avez-vous besoin de lever 8 milliards? On peut expliquer comment ça se passe une levée de fonds Non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Du coup, c'est révélateur d'une mauvaise compréhension des choses. Ok. Donc, on peut expliquer qu'est-ce que c'est une levée de fonds et qu'on va lever des fonds et la différence entre l'argent qu'on va lever et la valorisation. D'accord? En fait, quand vous êtes une start-up, une entreprise, etc., vous voulez faire une levée de fonds. Grosso modo, plusieurs étapes de la vie dans entreprise. En général, vous allez faire une levée de fonds. Il y a plusieurs étapes, ce qu'on appelle une seed, une série A, une série B, etc., etc. Et il y a une différence entre l'argent que vous allez lever et la valorisation. Là, Starkware, du coup, déjà, c'est pas Starknet, c'est Starkware, l'entreprise, elle est valorisée à 8 milliards. Ça ne veut pas dire qu'on a levé 8 milliards, sinon Starkware serait bien. Non, Starkware, en tout, en cumulé sur toutes les phases, là, donc seed, série A, série B, etc., jusqu'à série D, en tout, a levé 230 millions de dollars. D'accord. Et la valorisation, c'est à combien elle est estimée, l'entreprise. D'accord. Parce que quand en fait, vous allez, par exemple, on va faire un cas très simple. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'1 million pour démarrer. Vous allez lever 1 million. Mais en fait, vous ne donnez pas 100% de votre capital. Là, ça voudrait dire que vous levez 1 million à une valeur d'1 million. Mais dans ce cas-là, vous ne possédez plus rien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous diluer de vos parts d'entrepreneurs. Vous allez par exemple dire, OK, sur ce tour-là, j'ai besoin d'1 million. Moi, j'estime que ma boîte a vaut 10 millions, donc je cède 10% de mes parts. D'accord. Et vous gardez 90% des parts pour les fondateurs, par exemple. 10% des parts, vous levez 1 million, et donc les investisseurs, donc un ou plusieurs, etc., les VC, ils vont se partager les 10%. Et vous avez 90%. Donc ça, c'était la seed. Après, au bout d'1 an, vous avez bien avancé, vous avez développé votre prototype et tout, vous dites, ah ouais, là, j'ai trouvé mon product market fit, etc., il y a moyen, j'ai besoin de recruter. Vous avez besoin de lever 5 millions. Là, vous allez rediluer une partie du pourcentage de 90% qui vous reste, etc. Les VC qui vont investir, vous allez vous mettre d'accord sur une valorisation. Vous allez dire, bah non, maintenant ma boîte vaut 50 millions parce que patati tatata, je peux générer tant de revenus. Eux, ils vont dire, ouais, mais attends, tu rigoles, il y a des risques pour tel truc, etc. Négociation, on se met d'accord, votre boîte, elle est valorisée à 30 millions, etc. Et en fait, et Starkware, du coup, est valorisé à 8 milliards. Yes, et on parle bien de Starkware, l'entreprise, et pas le jeton. On parle bien de Starkware, l'entreprise. Alors, la FDV du token, franchement, je ne sais absolument pas. C'est vrai que même moi, c'est une question que je me pose. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En vrai, je sais pas. La distinction entre justement l'equity, donc l'entreprise, et le jeton, qui sont deux choses différentes. Quand vous possédez du jeton Stark, vous ne possédez pas de part dans l'entreprise. Que ce soit bien clair. Donc, pour le moment, le jeton, il n'est pas sorti. Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas toutes les billes. Hein. D'ailleurs, sur la question de la valorisation, intéressant, pourquoi on lève autant d'argent? D'accord. Et ça, c'est une question qui est très intéressante. Justement, le fait que Starkware va lancer son token maintenant, après être valorisé 8 milliards et avoir levé 230 millions, ça veut surtout dire que Starkware n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire que Starkware ne fait pas son lancement de token en mode levée de fonds. Ce qui est totalement différent. Quand vous lancez votre token pour récolter de l'argent, c'est pas la même que quand vous le lancez pour d'autres raisons, parce que là, Starkware a déjà, bien sûr, assez d'argent. Donc, le lancement de token n'est pas une levée de fonds. Ça change tout. Je vous laisse deviner pourquoi ça change tout, mais ça change tout. Bah oui, non, mais de toute façon, si t'es là, je suis pas payé pour vous dire ça, mais l'idée, c'est que le jeton, il sert à récompenser les créateurs de valeur, c'est-à-dire les développeurs qui font des smart contracts, parce qu'il y a une partie de la consommation de la transaction qui repart dans les poches du créateur du smart contract. Donc, tu as une incentive économique qui est folle. Et c'est très rare sur le marché. Je crois que tu avais, comment ça s'appelait, Casper qui voulait faire ça aussi. Tu as quelques projets qui voulaient faire ça, mais c'est rare. C'est-à-dire que quand vous utilisez OpenSea, vous payez un frais de transaction sur Ethereum, ça repart même pas dans les poches d'OpenSea. Le frais pris par OpenSea, c'est encore un frais en plus. Tandis que là, c'est directement au niveau du protocole. Moi, je trouve ça intéressant. Personnellement, je trouve ça intéressant. Je sais que les gens ragent au niveau de la centralisation.
Bon, voilà, hein, Alors, c'est. juste un point par rapport à ça, parce que bon, j'ai pas trop envie d'en parler, mais regardez juste la répartition effective d'autres layers 2, où vous allez comprendre qu'en fait, on est Mm, clairement au même niveau, voire mieux que tous les autres. En fait. mm. Donc regardez juste, je vous invite vraiment à faire l'effort honnête de regarder Optimism et tous les autres qui ont lancé leur token et vous allez comprendre. En fait, je pense qu'il y a eu aussi peut-être certains malentendus sur ce que représentait des fois les morceaux Ouais, du camembert. Il y a bien eu des sûr. mauvaises Mais ça va compréhensions. se clarifier au lancement du jeton, je pense, surtout. Exactement, au lancement du jeton. Et là, Mm. surtout, là, très bientôt, là, c'est une question de semaines, hein, de 2, 3 peut-être semaines, la Starknet Foundation va être créée et qui sera totalement indépendante de Starknet. Donc là, vous allez comprendre plus de Ok. choses. Et il sort quand, ce jeton? Bientôt, 2023? franchement, peut-être même avant. Franchement, peut-être même avant. Ok. Ok. Ça Ça avance. marche. Franchement, ce que je peux dire, ça avance. Bah, Ok. justement, sans dire de date, on peut dire qu'est-ce qui manque pour pouvoir lancer le jeton. Il faut que la Starknet Foundation soit opérationnelle, que le modèle de gouvernance soit défini, que les détails sur l'initial supply ou tout ça soient fixés. Bon, ça c'est déjà fixé d'ailleurs. Mais voilà, on est vers la fin de tous les détails Ouais. qui restent. Je suis désolé, Abdel, parce que je te mets des questions de traite. Je sais que tu le sais. Tu vas Ouais, pas me ouais, le dire, mais tu le sais. Tu le sais. Et il y a une conférence Starknet qui va arriver à Lisbonne, c'est fin octobre. Donc j'imagine qu'il y aura plus de nouvelles à ce moment-là. tu imagines peut-être bien. Alors, ça sera la seule question en traite. Allez, on passe à autre chose. Ouais. On devait parler de la Euh, centralisation d'Ethereum, ah oui, gros. C'est vrai qu'on a parlé ah de oui, Dank Sharding juste et tout. il y a une question Non, là. ouais. Ouais, juste, Abdel, peux-tu nous dire si monter un autre Starknet permettra d'avoir une récompense dans le futur ou c'est vraiment juste pour la tech? Réponse honnête, c'est vraiment que pour la tech. Aucune récompense. Ouais. Ouais, comme beaucoup de projets, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc la centralisation d'Ethereum. ouais, très Parce bon que sujet. tout n'est pas clair même pour moi. Je vais Mhm. d'ailleurs prendre un trade de Hawk Invest qui est sorti aujourd'hui, qui en parlait, parce que c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre numérique. Ouais, Je trouve le trade, voilà. Bon, déjà, je vais avoir des questions pour toi. ouais, Alors, trade vas-y. sur la centralisation de Hawk, je le mets dans le chat aussi. Donc, qu'est-ce qui a reproché à Ethereum? Je scroll, hein. Vas-y, ouais, Il y dis-moi. a déjà il y a le problème que il y a eu un scam qui a été fait et que une grande partie des nodes d'Ethereum sont hébergées aux États-Unis. Donc le régulateur américain, la SEC, a dit bon bah voilà, vu qu'une grosse partie des nodes elle est aux États-Unis, eh bien cette affaire sera présentée au tribunal des affaires américain concernant le scam en question. Donc ça, on Mhm. verra si c'est recevable ou pas. Donc il y a cette première problématique de à quel point l'Amérique à elle seule peut avoir du pouvoir sur le protocole et donc Ouais. demander la coopération des créateurs du protocole. La deuxième problématique, voilà, on sait qu'il y a 430 000 validateurs et au-dessus, il parlait de 8 000 nodes opérationnels. Alors c'est quoi la différence? Mhm. Ok. Attends. Voilà, les clients Node vont opérer sur la couche d'exécution. Donc, on en a 8 000 d'un côté et on en a 430 000 de l'autre. C'est quoi la différence? Ouais, alors déjà, il y en a plus que 8000. Déjà, rien que si tu vas sur, je t'envoie le lien, Etherscan Node Ouais. Tracker, regarde, il y en a déjà plus de 11 000. Ok, déjà, bon, peu importe, ça reste un ordre de grandeur comparable. Euh, quelle est la différence entre un nœud et un validateur? Ouais, c'est très américain, hein, accessoirement. Oui, 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 par contre, ouais, les nœuds, ouais, ouais, c'est très, très américain, en effet. C'est chaud, hein? Alors, Ouais. ouais, la différence, mais tu sais, ça s'explique pas mal, malheureusement, du coup, ça c'est un problème, très clairement, par le fait que beaucoup utilisent des cloud providers comme Amazon, ouais. Amazon. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que beaucoup utilisent des régions par défaut qui sont aux États-Unis. Ok. Mm. Mm. Il y a une différence entre un nœud et un validateur. Un nœud, c'est le gardien du réseau qui s'assure que les règles du consensus sont bien respectées. Vous faites Ouais. tourner un nœud, vous gagnez rien, hein. Vous n'avez pas besoin de 32 Ethers, etc. Donc déjà, j'entends souvent l'amalgame. Donc un nœud, non, vous faites tourner un nœud, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire tourner votre nœud. Euh, le validateur, c'est celui qui va proposer des blocs, c'est celui qui va mettre en jeu du staking, c'est celui Mm. qui va avoir besoin de 32 ETH, etc. Et qui va avoir des récompenses quand il fait bien son travail et qui va se faire punir quand il ne fait pas bien son travail. Euh, Mhm.
les full nodes, pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, ça permet de dire, même si les validateurs ils déraillaient, ils feraient n'importe quoi, bah, les nodes, en fait, ils refuseraient en fait, ce qu'ils font. Un validateur n'a pas le pouvoir de dire je crée des blocs qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est très important de le dire. De la même manière sur Bitcoin, c'est pas les mineurs aussi qui vont pouvoir changer les règles du protocole. Les full nodes, ils n'accepteront pas les blocs s'ils ne sont pas conformes aux règles du protocole. C'est extrêmement important. Donc, on peut dire c'est vrai, je le déplore, dans la communauté Ethereum, on n'a pas assez de nœuds. Il y en a plus sur la communauté Bitcoin. Il y a plus de gens, le commun des mortels sur Bitcoin qui lancent des nœuds. Ça s'explique évidemment parce que les ressources nécessaires pour lancer un Ethereum sont bien plus grandes. Clairement, il faut plus d'espace disque. Tu parlais des ressources, CPU, ce genre de choses. Bon, il y a des gens, on est capable techniquement de faire tourner un Ethereum sur un Raspberry Pi, etc. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est qu'un Raspberry Pi, toi qui est un petit Ouais, peu bah, gamer. c'est un petit ordinateur en fait. Hein. C'est un mini Ouais, ordinateur c'est ça. qui coûte Qui quelques coûte pas dizaines d'euros. cher. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon, le gros problème principal, c'est le stockage. La taille de la chaîne Ethereum est beaucoup plus grande que Bitcoin, par exemple. Mais voilà, il y a des raisons. Et puis surtout, en réalité, vous faites tourner un nœud, et ben en fait, vous gagnez rien à faire tourner un nœud. Rien, entre gros guillemets, parce que qu'est-ce que vous y gagnez en réalité? Votre souveraineté. Bon, le problème, c'est que tu vas me dire, voilà, tu as un petit portefeuille, etc. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de ta souveraineté? Tu vas pas te faire tourner, payer 100 balles par mois pour un truc qui te rapporte rien. Je le comprends totalement. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Ethereum, il faut qu'on travaille sur réduire la consommation de stockage nécessaire, etc. C'est dans la roadmap. Il y a plein de travaux qui sont faits, qui vont dans ce sens. Donc, le problème, c'est que pourquoi il y a une asymétrie entre le nombre de validateurs et le nombre de nœuds? Parce que 400 000 validateurs, ça ne veut pas dire 400 000 opérateurs uniques. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a 32 000 ETH, il peut lancer 1000 validateurs. Pourtant, ça sera un opérateur unique. Et lui, il peut utiliser, par exemple, qu'un seul node pour tous ces 1000 validateurs. Il pourrait. Bon, il serait mal avisé de faire ça parce qu'en réalité, il prendrait des risques de surcharger son propre nœud, de prendre des pénalités, etc. Mais il peut. Donc, c'est pour ça qu'il y a une asymétrie entre le nombre de validateurs et le nombre de nœuds. J'espère que ça répond à la question. Yes. Ouais, ok. Donc, si tu veux continuer. Yes. Ouais, mais en fait, c'est que j'avais mal lu son trade parce que au final, je le savais ce que ça voulait dire, mais j'avais cru qu'il disait qu'il fallait aussi 32 Ethers pour les nœuds, mais en fait, non, il avait écrit non. il ne faut pas 32 Ethers. C'est que j'ai mal. Ok, j'avais bien compris du départ, mais au moins, ça fait un rappel pour tout le monde. Par contre, le fameux camembert de répartition. Ouais, voilà, ça, c'est le sujet. Donc, on a unlabeled, ça veut dire non identifié, en fait. Ouais, tout à fait. Et on a donc 30% pour Lido, qui appartient en partie à Kobe d'ailleurs, je ne savais pas, et 15% à Coinbase. Ça nous fait déjà 45% pour les deux. Donc tu rajoutes théoriquement, Kraken, ouais, tu es à 50%. Quoi. Tu rajoutes Kraken, tu es à 50%. Et après, mais il faut moins de 50% en proof of stake, non? On n'est pas sur du 33%? Alors, 33%, tu peux arrêter la chaîne, oui. Tu as différents degrés d'attaque. Tu peux rien voler, mais tu peux arrêter la chaîne. Ouais. Donc, c'est déjà une attaque très grave. Oui, ok. bien sûr. Ok. Parce que le coef de Nakamoto, il est 2,2 depuis qu'on est passé à Ethereum 2.0. Ah bah oui, dans la définition stricte, oui. Ouais. Ok. Donc mais sauf ridicule. que, en vrai, c'est un peu bizarre. Parce que dans le sens où Lido, c'est pas une seule entité. Enfin, oui. C'est un ensemble d'opérateurs. Donc, je sais pas si dans la définition stricte, ça compte, quoi. Parce que, voilà, ouais. exactement, ça c'est important de montrer ce schéma. En fait, il faut toujours répondre avec ce schéma quand on voit le premier camembert, parce qu'il ne veut rien dire si on n'a pas celui-là. Vas-y, tu veux peut-être détailler? Je te laisse détailler. Lido, voilà, qui était compté comme un gros morceau dans le camembert précédent, les 30%, en réalité, vous voyez ici, c'est plein d'opérateurs. Je ne sais pas le nombre exact, mais voilà, je pense qu'il y en a plus d'une trentaine en tout. Ouais. Donc, c'est pas comme si c'était une entité qui avait tout le contrôle, etc. C'est plus ou moins décentralisé. Et toujours, la nuance est dans le plus ou moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Rocket Pool, il est mieux décentralisé que Lido. Rocket Pool, ça vous permet de stacker même à partir de 0,01 ETH, etc. Et en fait, Rocket Pool ne possède jamais vraiment vos assets, c'est toujours des smart contracts, etc. Et ils ne peuvent pas tricher. Donc clairement, moi j'encourage. C'est connu, c'est safe, Rocket Pool? Ah oui, Rocket Pool, c'est très connu. Il monte en puissance. Clairement, pour ceux qui n'ont pas 32 ETH et qui veulent avoir des rendements en contribuant à la sécurité, je vous oriente clairement sur Rocket Pool. Il n'y a pas photo. Ça paye mieux? Il y a des rendements qui peuvent être plus intéressants, je crois, à vérifier en comparaison. Mais en tout cas, au moins, c'est décentralisé. Donc, il faut clairement favoriser ce genre de protocole. Pourquoi on a une épée de Damoclès principalement maintenant? Parce que
tant qu'on n'a pas justement les fameux withdraw dont on parlait tout à l'heure, les gens ne pourront pas s'orienter vers des solutions plus décentralisées. C'est pour ça qu'il faut qu'on tienne bon jusqu'à le prochain upgrade Shanghai, et après en espérant que le marché économique va soigner l'état actuel. C'est-à-dire que d'une, on push en termes de communauté pour éduquer les gens à ne pas déléguer chez Coinbase. Comme ça, voilà, on leur montre que voilà, il y a des alternatives décentralisées, etc., comme Rocket Pool. En parallèle de ça, les incentives économiques des marchés décentralisés devront corriger le tir et faire que ça va contrebalancer le poids de ces gros acteurs. Donc, bien sûr, il ne faut pas le nier, c'est pas acceptable tout de suite. On a des gros risques en termes de régulation, etc., des attaques étatiques. On est très vulnérable maintenant. Mais il y a une lueur d'espoir, donc Shanghai déjà, et un rééquilibrage du marché grâce aux incentives économiques. Alors, j'essaie de comprendre plusieurs choses. Bon, déjà, pour les gens qui nous écoutent, le problème législatif, c'est que une majeure partie des opérateurs de Lido sont américains. Bon, donc, on revient à cette histoire de potentiellement le régulateur américain, il peut venir casser la tête. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont validateurs pour Lido. C'est-à-dire que tu as un protocole Lido et tu as un groupe d'opérateurs dans ce protocole qui, chacun, vont prendre une partie des 32 ETH et ça va être réparti sous tous ces gens-là. Donc, en fait, c'est un faux problème, finalement, le cas Lido. C'est plus ou moins un faux problème. Mais après, dans le sens où c'est pas totalement décentralisé comme Rocket Pool, quoi. Ils peuvent... Enfin, je veux dire, comme c'est des gens qui sont un groupe qui est connu, etc., il y a plus de collusion possible. C'est-à-dire que, voilà, ils font tous partie du même truc, etc. S'ils ont un intérêt commun à se regrouper pour faire de la merde, ils pourraient, quoi. C'est ça le risque. Ah, ouais, tu veux dire sous la cape de Lido, tous les opérateurs font... D'accord, oui. Ouais, mais c'est un non-problème quand même. Non, mais c'est pour ça, c'est mitigé. Non, mais je comprends mieux. Ce serait partir du principe que tous les opérateurs se connaissent et veulent foutre la merde. Mais à ce moment-là, Lido ou pas Lido, ils peuvent très bien en sous-main le faire aussi. C'est juste que là, on a une métrique devant le bec. En plus, c'est mitigé par le risque réputationnel. Ces entités-là sont connues. Ça mitige quand même grandement le risque. C'est-à-dire que s'il y a des rails, tout le monde va savoir qu'ils vont dérailler. Donc, ok, voilà. Il est plus législatif qu'au niveau du protocole, en fait. Hein, et j'ai envie de dire que normalement, on doit être capable de designer un système qui résistera à ce genre de truc. Je pense que ça intervient un peu trop tôt, ce risque par rapport à la SEC, etc. Mais à terme, il faudra qu'on soit capable de résister à ça. Donc, c'est un crash test à grande échelle. Bon, je pense qu'il arrive un peu trop tôt parce qu'on n'est pas encore prêt à cause du fait qu'il n'y a pas les withdraws, grosso modo. À partir de Shanghai, ça va commencer à être intéressant. Moi, je veux un monde dans lequel on puisse résister à ça. Et la SEC, elle vient, elle dit c'est Ethereum, c'est américain. Ok, vous allez faire quoi? Allez-y, les gars, mettez de pression sur Vitalik, mettez de pression sur l'Ethereum Foundation et on va voir si ça tient. J'espère que ça va tenir. Et il faut, sinon on a perdu. Donc voilà. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas depuis tout à l'heure le côté withdraw, c'est que là, les gens qui ont mis en staking leurs jetons sur Ethereum sont en incapacité de pouvoir les sortir. Il va falloir qu'il y ait une nouvelle mise à jour sur Ethereum, qui n'est pas totalement timée d'ailleurs, mais techniquement c'est 6 mois après le merge, donc ça devrait être courant mars, courant avril, quoi, pour que les gens puissent retirer leurs fonds. S'ils retirent leurs fonds, ils ont plusieurs choix, bien entendu. Soit de rien faire, pas les retirer. Soit de les retirer et de les vendre, soit de les retirer et d'aller mettre en staking ailleurs. Et donc, idéalement, il faudrait qu'ils les mettent en staking ailleurs pour pouvoir diluer encore plus le risque, aussi bien géographiquement qu'en termes d'acteurs, parce que on sait aussi que c'est beaucoup de nœuds Amazon AWS. Donc, si le régulateur voulait casser la tête à Amazon, il pourrait. Exactement. Aussi, ce qui va être intéressant à suivre, si ça arrive, c'est est-ce que Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, va tenir parole. Lui, ce qu'il a dit, c'est que si ça arrive, qu'il y ait une régulation qui le force à censurer, etc., il stopperait leur activité de staking. Donc, à voir s'il tiendrait parole. Donc, ça va être intéressant. Bien sûr, on ne doit pas dépendre du bon vouloir d'un seul homme, mais je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui, parce que récemment, ils ont vraiment œuvré pour plein de trucs, notamment dans l'affaire Tornado. Ils participent activement aussi au développement d'Ethereum, je peux vous le dire, de plus en plus, notamment sur le IP 4844, etc. Donc, ils font tout pour que les fameux withdraws arrivent le plus vite possible. Donc, j'ai tendance à vouloir croire qu'ils sont de bonne foi, en vrai, mais on ne doit pas dépendre du sous. Il faut, parce que pour les gens qui ont leur pognon bloqué, parce que tu sais que tu as des gens qui ont bloqué des Ethers chez Kraken et qui sont bloqués à vie, et au moment où ils ont appuyé sur staking, ils ne savaient pas que les fonds allaient être bloqués jusqu'au bon vouloir des développeurs de faire une mise à jour.
Et ça, c'est assez catastrophique. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est chaud. C'est pas de la faute d'Ethereum, hein, mais c'est juste qu'il y a plein de non, mais gens après, il n'y a qui jamais stake. eu. Ouais, oui, c'est ça. Mais la communauté Ethereum n'a jamais dit que ça serait possible. C'est juste que peut-être ça n'a pas été assez communiqué sur le fait que ce n'est pas possible. Non, ça Tu n'a vois ce que pas je veux été dire? assez C'est pas la même communiqué. chose. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je veux dire qu'il n'y a pas eu de De mensonges. volonté, ouais, non, non, c'est pas mon Exactement. propos. C'est pas mon Ouais, propos. oui, d'accord, je comprends ce que tu C'est veux dire. juste qu'il y a plein de gens qui sont assis sur des tas d'or et qui font des trucs en mode confiance et en fait, ils se retrouvent dans une situation qui peut être délicate pour eux. Ouais. Petit message de Après, Boult. ouais. Et juste pour revenir après sur le côté un Ouais. petit peu, qu'est-ce qu'on voit aussi depuis The Merge? On voit deux choses. Réduction de la supply de TH sur les échanges centralisés et augmentation du nombre de dépôts quand même. C'est pour dire quand même que malgré ce qu'on voit sur la baisse de confiance, etc., moi, je suis pas sûr qu'on voit une baisse de confiance, je vois plutôt même des signes de l'inverse. C'est-à-dire, on voit moins de TH sur les exchanges, on voit de plus en plus de dépôts, donc ça continue de grimper, donc de plus en plus de validateurs, etc. Et en plus, la réduction de l'émission fait bien son taf quand même, la réduction de l'émission de 95%. Donc, je suis pas sûr que la confiance ait baissé en vrai. Voilà. Donc, alors, avec le BBS, je crois que les validateurs ont un pouvoir moindre sur le réseau, mais est-ce que des solutions ont été réfléchies à l'influence des créateurs de blocs? Alors oui. Bon, déjà, grosso modo, on a des solutions plus ou moins naturelles, c'est-à-dire que s'il y en a qui commencent à dérailler, même si c'est un travail qui va être professionnalisé, etc., les validateurs auront toujours la possibilité de devenir builders aussi s'ils le veulent. Peut-être qu'ils seront moins efficaces, qu'ils feront moins de NV, etc., mais in fine, ce sont eux les gardiens. Donc, on est assez bien protégé par l'influence des créateurs de blocs, in fine. Je pense que c'est pas extrêmement problématique. Après, demain, il faudra aussi qu'on ait des solutions qui permettent, par exemple, de faire créer des blocs sans connaître le contenu des transactions, ce genre de choses. Il y a plein de possibilités dans le futur. Donc voilà. Mais grosso modo, c'est pas un gros problème. L'influence des créateurs de blocs, il y a des garde-fous, en fait. Il m'avait semblé t'avoir entendu dire que l'Ethereum Foundation avait un nombre fini de TH pour le développement d'Ethereum. Selon toi, que se passerait-il si leur trésorerie est en grande difficulté? Ouais, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, prenons des cas dramatiques de la SEC qui met une pression sur la Ethereum Foundation, qui, in fine, a une présence légale, etc., etc. Donc, je pense que pour le coup, ils auraient le pouvoir d'imposer une destruction des assets ou une confiscation, etc. Donc, ça, c'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui se passerait dans ce scénario catastrophe? On reviendrait plus ou moins à la situation de Bitcoin. Voilà, exactement. Exactement, tu as parfaitement résumé. On reviendra au modèle Bitcoin. Et Bitcoin continue d'évoluer. Alors, je pense qu'on en prendra un coup sur la vitesse des évolutions. Il y aura des éléments de la roadmap qu'on devrait sacrifier ou décaler, etc. Ça, c'est sûr. Mais ça ne voudrait pas dire la mort de terrain. Voilà. On reviendra au modèle Bitcoin. Ce serait juste un financement qui serait fait de la part de la communauté plutôt que la ce soit un communauté des financement. Ouais, exactement. Tous ceux qui ont une incentive à ce que Ethereum continue, quoi. C'est ça. Ok, je voulais pas zapper ta question, Nabil. Quelles seraient les failles dans la blockchain aujourd'hui? Il y en a plein et c'est au cas par cas, hein, je dirais. Il y en a plein. Tu vois, Les plus grosses, quand même, sont au niveau applicatif, toujours. Comme tu l'as dit, un exemple, c'est les bridges et c'est les smart contracts. Donc, des bons principes qu'on peut recommander, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. De la même manière que sur Internet, ça peut être quoi? Ne pas se jeter sur le premier contrat qui vous promet des rendements. Attendre peut-être, je sais pas, avoir une règle stricte qui vous dit quand un protocole DeFi n'a pas 2 ans de vécu sans faille, j'y vais pas. Voilà. Allez déjà uniquement sur des contrats qui sont audités, ça c'est une très bonne hygiène de vie. Peut-être tu peux montrer pour Capet, pour les petits nouveaux, pour ceux qui connaissent pas trop, par exemple sur Etherscan, comment voir si un contrat, on peut connaître son code source ou pas. Ouais, je vais leur montrer ça. Et j'aurai un deuxième truc à leur montrer aussi. Je cherche ça. Alors, je prends n'importe quel contrat. Hein. Bah ouais, et on va voir si du coup si on a son code source ou pas, et on va prendre Donc, après des exemples. Je prends Tether. Donc là, je suis sur l'USDT. Donc, je suis allé sur Etherscan. Voilà, typiquement, Ensuite, voilà. token, ERC20. Je prends un contrat, donc Tether. Ensuite, je clique sur le contrat, ici. Ouais, même pas, là tu l'as déjà. Si je veux tout en détail, c'est là. Ouais, et tu as le petit truc vert déjà. Tu peux remonter juste là, à côté du contrat. Remonte. Ouais, donc tu as l'audit report, mais tu as le petit truc vert à côté du mot contrat dans l'onglet. Ouais, là et là, voilà. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est les petits trucs à vérifier. Tu sais, comme le cadenas HTTPS, prenez l'habitude de regarder ces deux éléments-là. Donc vas-y, qu'on regarde. Donc ça, voilà, vous pouvez voir du coup que c'est plutôt safe.
La deuxième chose aussi, c'est vous avez des blockchains où vous pouvez voir le coût d'une attaque 51%. Ouais, Et en carrément. fait, ça, c'est sur le site Crypto51 pour les chaînes en Proof of Work. Donc voilà, hein, pas Ethereum en l'état, celle qui se mine à la carte graphique, à la ZIC, etc. Et vous pouvez voir donc la capitalisation et le coût de l'attaque pour 1 heure d'attaque. En fait, plus la blockchain elle est capitalisée et a de puissance de calcul sur son réseau, et plus une attaque coûte cher. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que, bah, vous voyez, dès qu'on sort du top 3, on se retrouve avec des chaînes qui, potentiellement, peuvent se prendre des attaques vraiment, vraiment vénères pour des prix absolument ridicules. Et donc, qu'est-ce que ça impliquerait? Bah, ça impliquerait que si l'attaque, elle est vraiment solide et programmée, il pourrait y avoir une corruption des données ou censure des transactions, etc., etc. Et quel est l'intérêt de faire cette attaque sur du court terme? Bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Étape 1, attaque. Étape 2, les médias qui relaient qu'il y a une attaque. Étape 3, les gens vendent. Et ben, si toi, tu arrives à programmer une équipe de traders en même temps que l'attaque, tu peux shorter un actif pendant que tu l'attaques et tu peux en tirer un bénéfice. Et ça, c'est valable sur absolument tout. On est sur un marché qui est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu auras plus d'intérêt à programmer une attaque, créer la panique, pousser à la vente et parier sur la vente plutôt que même essayer de falsifier une transaction pour te donner des bitcoins factices, parce qu'au final, ça va être beaucoup plus simple et tu auras beaucoup plus à y gagner comme ça. Donc en fait, finalement, même sur ces petites blockchains où les attaques, elles coûtent pas grand-chose, on n'a pas vu jusqu'à présent des attaques où le projet il est parti à la poubelle, etc. Non, il y a eu des petites catastrophes. En l'occurrence, sur le XVG, où il y a eu quelques heures d'attaque, et ça a coûté des sous aux exchanges, en fait, principalement, pas spécialement aux utilisateurs. Mais sinon, ça va à peu près. Ouais, Voilà. il y a une question qui est intéressante. Ça ne me semble pas tant que ça, 700K pour une attaque 1 heure sur BTC. On va remettre quelques ordres de grandeur pour dire quand même que c'est énorme. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Capet, il faut prendre en considération ce coût-là, mais en proportion du market cap de Bitcoin. C'est-à-dire que tu fais une attaque sur 1 heure sur BTC, mon petit coco, tes 700K, tu les as cramés dans le vent. Ça ne va pas Tu faire les as bouger brûlés, d'un ouais. poil, bah, tu les as brûlés. Parce qu'en fait, le market cap de Bitcoin est tel que avant de créer le mouvement de panique et que ça a un impact, il faudra beaucoup plus qu'1 heure. Première chose. Deuxièmement, si tu voulais faire une attaque dans le but de faire une attaque de type rejeu de transactions, etc., il faut que tu trouves quelqu'un qui soit assez laxiste en termes de temps de confirmation, etc., pour accepter ta transaction en moins de temps que la durée de ton attaque. C'est pas forcément facile. Ça peut se trouver, mais bon, c'est pas forcément facile à très grande échelle. Et dans tous les cas, il faudrait que ça soit supérieur à ta transaction de 700K. Et donc, pour trouver des gens laxistes sur des gros montants, tu vois, le paradoxe, en fait, c'est peu probable. Donc non, clairement, c'est très cher. 700K pour 1 heure d'attaque sur BTC, c'est très cher. Yes. Bah, c'est surtout que je pense que ça induit un peu en erreur, parce qu'en réalité, si tu as une vraie attaque qui fout le bordel, ce sera beaucoup plus que ça. Enfin, Oui, c'est ce oui, que en tu plus. disais, mais c'est ce que tu disais, mais voilà, ça donne une sorte d'ordre de grandeur. Ouais, là, ce serait des attaques. Après, bon, ce qui est quand même intéressant, ça, c'est ce qu'on dit est vrai sur les attaques rationnelles. D'accord? Il faut préciser quand même deux types d'attaques. Attaque rationnelle, c'est que tu veux en tirer profit. Donc là, on voit que ça, c'est pas intéressant. Par contre, attaque non rationnelle, quelqu'un qui veut détruire le système, ou attaque étatique, parce que c'est ça le plus gros risque. Attaque étatique, eux, ils peuvent printer de la monnaie comme ils veulent, les petits porcs. Bam, ils priment de la monnaie, ils font une attaque à mort, ils peuvent la perpétrer comme ils veulent, tu vois, ce coup d'attaque. Donc c'est ça le vrai risque. C'est pas forcément sur des acteurs rationnels, parce que les mécaniques économiques font que ça se tient, mais c'est plus ces acteurs irrationnels qui voudraient détruire le système. Bon, écoute, on est sur une bonne session de live. Je pense qu'on va J'avoue. couper, on va couper là-dessus. C'était top. On a parlé de tout. Honnêtement, on a parlé du dank sharding. On est parti un peu dans tous les sens, mais vous avez compris l'idée. Un petit résumé quand même pour le titre. Le dank sharding, c'est pouvoir réadapter Ethereum de sorte à donner plus de place au layer 2. Et en fait, aller dans un nouveau monde Ethereum où, quand vous allez utiliser Ethereum pour des applications, vous n'allez pas passer directement par Ethereum, mais vous allez passer par la couche du dessus, c'est-à-dire les différents layer 2. Comme ça, les layer 2, eux, vont stocker de la donnée sur Ethereum. Comme la donnée va devenir de plus en plus rare, eh bien, ce sera un peu le privilège des layer 2 de le faire. Vous pourrez très bien toujours le faire sur le layer 1, mais ça vous coûtera tellement cher que ça ne vaudra pas le coup par rapport à un layer 2. Donc ça, c'est une prochaine étape.
On a parlé des différents Layer 1 concurrents, etc., des différentes propositions. Donc, à surveiller, Sui, Aptos, Celestia, Cosmos Network, je dirais. Je pense que c'est les plus gros prétendants. Ne pas sous-estimer Avalanche, Polygon, Solana, bien entendu. C'est juste que, en gros, si vous voulez, sur Bitcoin, vous pariez sur le côté monétaire. Sur Ethereum et tous les autres, vous parliez sur le côté technologique. Sauf qu'Ethereum, il a 7 ans de bouteille, il a un effet de réseau. Donc, en fait, les autres peuvent avoir sur du court terme une technologie qui paraît plus sexy. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas mis leur sécurité à l'épreuve. Donc, il y a toujours ce risque. Il y a toujours ce risque de se dire, ouais, ok, c'est très beau sur le papier, mais il y a risque de piratage. Et c'est pour ça que les institutionnels ou les créateurs de projets, ils préfèrent peut-être revoir un peu à la baisse leur appétence à la technologie, mais aller sur un système sécurisé, plutôt que partir tête baissée sur une nouvelle blockchain et potentiellement briser leur crédibilité, brûler de l'argent, perdre du temps, etc., etc., aller sur des nouveaux projets. Donc, c'est toujours ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Après, il y aura quand même des super projets qui vont arriver sur les autres blockchains concurrents. On a parlé de centralisation. On n'a pas parlé du fait qu'il faut laisser un petit like, un petit commentaire si vous nous écoutez sur YouTube pour le référencement et remercier Abdel. Je vous mettrai dans la description comment suivre Venez Abdel, follow sur bien Twitter. entendu. Voilà, je vous les mettrai ces informations. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Petite précision, il y a le livre de Vitalik qui va sortir dans quelques jours sur le Proof of Stake aussi. Je ne sais pas si tu le liras, Abdel. Moi, je pense que je vais le lire. Et je lis pas souvent des livres, c'est vous dire. Je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. On se retrouve dimanche pour la masterclass avec Picsou. Et si vous nous écoutez sur YouTube, suivez-nous sur Twitch. On vous laisse le lien en description aussi, puisque tous les dimanches, on est en live pour vous parler de crypto-monnaie. Ciao tout le monde et merci beaucoup, Salut tout Abdel. le monde, bonne soirée.